Ravi de vous revoir, ravi de se retrouver en chair et en os pour fêter ce printemps des entreprises de la DETO, alors qui se déroule maintenant, vous l'avez compris, en été. Alors rassurez-vous, le sujet du jour, c'est pas ni les dérèglements climatiques, ni la distorsion de l'espace-temps. Nous allons prendre le temps de réfléchir à la période que nous venons de vivre tous ensemble. Cette pandémie, qui est en voie d'atténuation certaine, elle a eu de multiples conséquences, des effets tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et le collectif qui nous intéresse ici, c'est celui des entreprises. Vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a 15 mois. Du jour au lendemain, l'économie mondiale au ralenti, les entreprises confrontées à une situation inédite, avec plus aucune lisibilité sur l'avenir. Et puis cette question, combien de temps ça va durer? Et ça a duré, il a fallu s'adapter, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises? Et on va s'interroger sur est-ce que ce moment, cette crise sanitaire, va durablement changer la façon de manager dans les entreprises. Alors pour aborder ce sujet, un plateau d'exception, comme chaque année, j'ai envie de dire, au Printemps des entreprises, à commencer par Christophe Gencial. Il est psychologue clinicien, oui, il s'occupe notamment de toutes les questions liées au travail. Il est consultant et auteur, Christophe, je vous en prie. Il a publié notamment un ouvrage passionnant récemment, ça s'appelle le manuel de la transgression à l'usage de ceux qui veulent s'épanouir au travail. Alors il paraît que si je clique sur le nom... Ouais, ça marche pas. Ok, c'est moi qui ne dois pas être bon. Delphine Bérin-Durand, elle est coach, formatrice en time management. Elle est auteure d'un e-book, bienvenue Delphine, auteure d'un e-book sur le management à distance qu'elle a produit justement au sortir du premier confinement. Laurent Cabot, il est directeur de Wassenbourg France. Wassenbourg, c'est une PME qui est installée à la Seine-sur-Mer. Elle est membre d'un groupe mondial qui est le leader mondial dans son secteur. Et son secteur, c'est celui des solutions de traitement et de désinfection des endoscopes. Et avec la crise sanitaire, je suppose que vous avez aussi pu diversifier les activités. Et ensuite, Pierrick Etiamble, il est directeur adjoint de la division système de mission et de combat à Naval Group. C'est le voisin. Naval Group, autre leader européen, 1700 personnes dans cette division. Et c'est lui qui a géré, aux côtés du directeur, toute la crise Covid avec les différentes mesures qu'il a fallu prendre. Bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas non plus à apporter vos témoignages. C'est l'esprit de ce printemps des entreprises. C'est un moment de rencontre et on espère bien pouvoir en profiter pour se retrouver et partager. Alors, première question que j'ai envie de vous poser pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction quand vous avez appris que dans 2 jours, on fermait tout? Christophe? Oui. C'est allumé normalement. Vous m'entendez? J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Il est peut-être un peu faible. Prenez l'autre. Oui, ça fonctionne. Alors oui, je m'en rappelle très bien. J'étais avec mon fils en fait à 1h du matin. Mon fils qui est à Paris, qui a 24 ans, qui devait prendre la décision. Enfin, je devais prendre la décision avec lui de savoir si je le rapatrie à Marseille ou pas pour le confinement. Sachant qu'à l'époque, le confinement, on savait qu'il était annoncé le mardi. On était le lundi soir. Et je sais pas vous, mais alors moi en tout cas, je ne savais absolument pas ce que c'était que le confinement. C'est-à-dire, je ne savais pas du tout envisager quelles allaient être les conséquences du confinement. Et j'ai dû appeler une amie romaine qui vivait ça depuis des mois, qui m'a expliqué ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on reste enfermé chez soi. Voilà. Donc j'ai rapatrié ensuite mon fils un peu en catastrophe. C'était cette surprise de parler de quelque chose qu'on nous annonçait, mais sans nous avoir dit en réalité ce que c'était. Ouais. Delphine? Alors moi, j'étais aux Sablettes quand j'ai appris. Bien près le micro. J'étais aux Sablettes quand j'ai appris cette nouvelle. C'est encore très présent. Effectivement, je me suis demandé un petit peu ce qui se passait, l'impression d'être dans un mauvais rêve. Un petit peu comme Christophe, c'est dire mais finalement, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour les autres, pour la famille? Donc un petit peu d'organisation familiale à gérer. Et puis, on va voir, on va prendre les choses un peu au jour le jour et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc, Laurent? Effectivement, c'était une réelle surprise, je pense comme tout le monde, de voir une crise de cette ampleur. On s'est cru peut-être aussi un peu dans une fiction, des films à l'américaine, où on s'est dit, tiens, ces catastrophes sont impossibles. Et personnellement, on se dit, on va vivre une expérience incroyable, inédite. Alors, moi, je l'ai pris comme un côté un peu positif. C'est vrai que c'est une expérience personnelle et en termes de management assez
assez incroyable à vivre. Donc je me rappelle effectivement cet effet de surprise. Et puis derrière, on se dit, c'est une crise et on va se mettre en mode gestion de crise et s'appuyer sur des process, s'appuyer sur du leadership pour gérer ça, quoi, tout bêtement. Pierrick, Alors, vous personnellement, votre réaction personnelle quand vous avez appris ça? je pense qu'on était tous un petit peu sidérés finalement de ce qui allait se passer. Mais globalement, on va y revenir, c'était pas le jour même en fait, parce que finalement on savait pas ce qui allait nous arriver. C'était le lendemain. Et je pense que moi, alors, je vous parlerai effectivement des dépenses personnelles, comment vider un site de 2000 personnes, comment on l'a vécu, pour certains lourdement. Mais c'est plus le lendemain. Moi, le jour même, on ne savait pas ce qui nous est arrivé. Et c'est plus le vivre ensemble sur un site. C'est ça qui a été lourd, en fait, après. Mais le jour même, j'avais pas d'idée, donc j'y allais. Alors, Christophe, justement, là, on rentre dans le sujet. On a entendu cette capacité à dire je vais vivre une expérience, je vais m'adapter, je vais découvrir quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer. Dans votre ouvrage manuel de la transgression à l'usage de ceux qui veulent s'épanouir au travail, vous citez cette phrase: une procédure ne fonctionne que si on ne l'applique pas. Et donc là, ça illustre parfaitement la situation du confinement. C'est-à-dire que... Ouais, alors je ne remercie pas le Covid parce que mon livre que j'ai écrit depuis 3-4 ans, quand j'ai sorti à la fin de l'année dernière, tout le monde m'a dit tiens, c'est un bouquin du confinement. Voilà, ce qui dévalorisait le travail que j'avais accompli pendant 3 ans. Mais en même temps, je remercie vraiment le Covid parce que le Covid a d'une manière magistrale permis d'illustrer et de valider effectivement cette formule qui a été développée par les psychodynamiciens du travail, qui veut qu'une procédure ne fonctionne que parce qu'on ne l'applique pas. Parce que si on applique une procédure, on fait la grève du zèle. Et tout le monde sait que la grève du zèle, c'est encore aujourd'hui le meilleur moyen de bloquer un système très efficacement, tout en ayant l'air de bien travailler. Voilà, un douanier qui travaille bien est un douanier qui n'applique pas la règle. Parce que s'il appliquait la règle, il devrait contrôler absolument toutes les voitures, tous les passagers qui passent, et il bloquerait absolument tout. Et cette règle-là, elle s'applique à tout le monde, et pas qu'aux douaniers, elle s'applique à nous tous, qu'on soit coach, directeur adjoint, consultant ou chef d'entreprise, elle s'applique absolument à tout le monde, et dans tous nos actes, y compris les plus simples et les plus anodins de nos vies personnelles et professionnelles. Et là où le Covid a été formidable, c'est qu'en l'espace d'un instant, d'une journée, d'une nuit, toutes les règles, ou la plus grande partie des règles qui faisaient qu'on arrivait à fonctionner, n'étaient plus applicables. Et pour autant, on a continué à vivre, on a continué à travailler, on s'est adapté. Et donc, on s'est mis du jour au lendemain à transgresser toutes les règles qu'on avait jusque-là à l'habitude et qu'on pensait respecter très scrupuleusement. Et puis après, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fallu réinventer les règles. Et on se rappelle tous de ces règles qui étaient reformulées, réinventées, jour après jour, parfois dans la même journée. On se rappelle des instituteurs en particulier, mais je pense à tous les RH, tous les chefs d'entreprise que vous êtes, qui ont dû chaque jour voir arriver de nouvelles flopées de règles, les comprendre, les adapter, les diffuser, en sachant que ces règles, de toute manière, n'étaient globalement pas tout à fait suffisantes sans doute, et puis qu'elles allaient de toute manière pas être appliquées réellement, sinon on n'y arriverait pas, quoi. Ça ne marcherait pas. Delphine, ce moment pour les entreprises, ça a été le retour d'une notion autour de la peur. La peur est revenue dans l'entreprise, enfin pour chacun d'entre nous, et puis de manière implicite aussi pour l'entreprise. La peur, parce qu'il y avait une notion d'inconnu. Et quand il y a l'inconnu, en fait, du coup, c'est l'imagination au pouvoir. Et dans une situation de crise, enfin, on va dire quand même très perturbée, l'imagination au pouvoir, c'est plutôt une imagination négative, donc qui a amené du stress, qui a amené beaucoup de difficultés. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater dans la première période de confinement, lors des contacts que j'avais avec des collaborateurs, des chefs d'entreprise, enfin, on va dire des professionnels, particulièrement ceux qui n'avaient quasiment plus de nouvelles de leur entreprise, pour plein de raisons, vraisemblablement valables. Mais en fait, ils n'avaient plus de nouvelles et du coup, ils étaient perdus en se disant « mais je ne sais pas ce qui se passe ». Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans le train et que le train s'arrête en pleine campagne. En fait, si vous n'avez aucune information, voilà, une fois de plus, c'est l'imagination au pouvoir et vous imaginez le pire. Combien de temps on va rester, qu'est-ce qui se passe, c'est grave, etc. Si vous avez simplement un petit message je
je cherche son nom. Du contrôleur. Merci, du contrôleur qui vous dit ne vous inquiétez pas, on est arrêté pour telle raison, on vous tient au courant, même si vous ne dites pas pourquoi, on vous tient au courant. En gros, on est là. En fait, tout de suite, on est rassuré. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en entreprise, c'est que parfois, on est là. Simplement, on peut pas trop vous dire ce qui se passe, mais on est là. Ça n'a pas toujours été fait. Et ça a amené vraiment de l'anxiété, de l'angoisse avec des personnes qui disaient mais en fait, je ne sais pas, mon entreprise fonctionne, elle fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire Vraiment le vide. Et ça, c'est très anxiogène. Pierrick, vous voulez réagir? Oui, alors, nous, je pense, je sais pas, c'est le milieu marin, mais effectivement, on parlait de communication avec les collaborateurs. Et pendant cette première période de confinement, effectivement, la peur était là. Je me souviens encore rentrer à la maison en me disant j'espère que tu ne vas pas nous ramener la maladie, tu vas travailler. Donc ça c'est lourd effectivement à porter. Je pense que les collaborateurs qui étaient les quelques collaborateurs qui étaient sur le site l'ont vécu assez effectivement. Il n'a pas la peur, mais on ne savait pas où on allait quoi. Et c'était assez oui, on peut dire terrifiant. Après ce qui est étonnant pour nous, on n'est plus dans le domaine marine. Et j'avais vécu avant pour faire des essais d'embarquement, etc. Et c'est comme si finalement on avait un bateau, on était sur notre bateau, on était seul, on essayait de faire de l'activité continue, c'est la redémarrer finalement, comme si on avait un bateau qui avait pris, on a vu un problème. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement informer la Terre en permanence. Et la Terre, c'était nos collaborateurs qui étaient restés sur le site. Et de façon systématique, chaque semaine, on avait effectivement des points de contact avec tous les collaborateurs. Alors on a fait des erreurs, peut-être qu'on va en parler avec nos dits télétravailleurs. C'est-à-dire, vous les appelez tous les jours, et puis malheureusement, c'est du flicage. Voilà, donc on va parler de tout ça, mais nous, effectivement, la peur, on l'a eu, mais très très vite, on s'est dit, il ne faut pas laisser les gens seuls, et on a vite, finalement, retourné vers ce qu'on appelle la terre, finalement, les gens qui étaient chez eux. Laurent? Chacun réagit différemment face à un événement comme ça. C'est vrai que la peur de certains salariés est apparue pour des raisons diverses et variées. Donc c'est vrai que le rôle du manager, c'est de s'adapter aux gens, c'est d'écouter les gens. Et c'est vrai que la phase d'échange, de communication a été primordiale. J'ai la chance de faire partie d'une entreprise où on est quand même assez basé sur un management de la bienveillance. Et l'équipe qui s'entoure autour de moi, effectivement, est dans cette dynamique. Donc j'ai donné quand même assez de pouvoir aux managers directs pour échanger avec leur équipe, les rassurer. Donc constituer quand même un noyau assez fort pour prendre soin, écouter, échanger, rassurer. Mais effectivement, être présent. Être présent. Et face à cette partie-là, je revenais un petit peu aussi à mon propos initial. C'est vrai que dans une crise comme celle-ci, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables de cette gestion-là, qui communiquent assez rapidement et qui prennent des mesures rapidement pour rassurer les gens, pour montrer qu'effectivement on maîtrise la situation, mais tourner aussi dans un climat assez positif. Voilà, c'est une expérience, on va la vivre, on va la réussir ensemble, quoi. Donc nous on l'a tourné quand même assez sur une expérience et d'en tirer de s'en sortir, du positif. Christophe, le regard du psychologue par rapport à cette notion de peur, de risque, de danger qui revient dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on avait peut-être complètement oublié. C'est-à-dire qu'il y a des dogmes qui ont complètement bougé, c'est le rapport au travail aussi qui a complètement évolué. Oui, alors effectivement, c'est assez frappant. Moi, j'ai l'impression, au travers des observations, au travers des consultations ou des interventions que je peux faire, c'est qu'on a vraiment on a comme ça des dogmes qui ont sauté. Et il y a des expressions françaises qu'on utilise encore, qui sont plus adaptées. On va au travail. Mais en fait, on doit aller au travail. Non, maintenant, il y a dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, on ne doit plus forcément aller au travail. On ne va plus forcément au travail. J'ai des personnes en consultation, des salariés, des managers, qui me disent quand je suis sorti du travail, vous êtes sorti du travail, en fait, non, vous êtes sorti de votre chambre pour rejoindre en fait le salon. Ça fait partie de tous ces bouleversements en fait qui sont pas forcément très visibles, mais qui sont très très profonds en réalité. Et la question de la peur fait partie d'entre eux, à mon avis. Il y a une peur peut-être qu'on n'a pas assez soulignée. Là, c'est la peur de mourir en fait, la peur de la mort. On a tous vécu le Covid de manière très différente en fonction des situations. Il y en a qui ont passé un super confinement. Moi, j'ai passé le confinement. Pour moi, c'était une période extraordinaire. Il y a eu des difficultés, mais globalement, c'était une période positive. Il y en a qui ont vécu des confinements extrêmement durs. J'ai eu l'occasion de travailler dans des établissements de soins, avec des personnes qui travaillent en EHPAD. C'était très difficile. Et eux ont vu la mort. Ils l'ont expérimenté. Il y a pu y avoir des décès ou des Covid très graves dans le personnel, auprès des soignants.
Et là aussi, il y avait cette espèce de dogme qui voulait que grâce à toutes les règles, on connaît tous, et vous connaissez sûrement tous ces documents uniques de prévention des risques, tous ces systèmes aussi du dialogue social qui est engagé avec les représentants du personnel qui interviennent sur ces sujets de la santé au travail, tous les règlements intérieurs, toutes les normes que vous connaissez tous et vous essayez d'appliquer autant que faire se peut, tout ça, ça rassurait. Et je pense que ça nous avait fait croire finalement qu'on était dans un environnement qui était relativement maîtrisé, en tout cas dans les sources de danger, le risque était maîtrisé. Et bien en fait non, il n'était pas maîtrisé et il est arrivé d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Il a fallu se mettre en danger soi-même et vous, manager, chef d'entreprise, d'abord vous vous mettiez vous-même en danger vis-à-vis de votre famille, effectivement, de votre entourage, de vous-même, et vous aviez des décisions lourdes à prendre, de savoir dans quelle mesure vous mettiez en danger vos équipes et vos collaborateurs. Et ça c'est lourd. Ça a été lourd et ça n'a pas forcément été suffisamment dit, d'autant plus qu'on s'occupe un peu plus, malgré tout, de l'opérationnel et parfois un petit peu moins du manager dans ces situations-là. Alors, il y a une autre dimension aussi qu'a fait apparaître cette crise, c'est la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Et là, il a fallu, à un moment dans l'entreprise, dire, voilà, vous êtes essentiel, vous n'êtes pas essentiel. Pierrick, ça a été votre cas. Vous êtes interrogé, en tout cas. Oui, alors, effectivement, il y a ce qu'on avait appelé les premières lignes. On n'est pas première ligne, je dirais pas ça. Nous, voilà. Donc, nous, la distinction qu'on a faite est assez simple pour nous, parce qu'effectivement, on a vidé dans un premier temps le site. On a décidé de ramener les collaborateurs, effectivement, sur des missions essentielles. Alors, nous, c'était assez simple, entre guillemets, puisqu'on nous a donné comme mission essentielle la dissuasion nucléaire. Donc, donc pendant toute la période de pandémie, on l'a oublié, mais globalement, il y a des bâtiments qui naviguaient, des bâtiments qu'on devait sortir, sous-marin nucléaire, le Barracuda, et on devait faire un tir de missile balistique au large de Brest. Donc en fait, on a d'abord ramené effectivement, donc ceux qui sont essentiels, c'était les gens de la dissuasion nucléaire. Donc ceux-là, on les a ramenés. En plus, on leur a fait faire des choses, puisque non seulement on les a ramenés sur les sites, mais en plus on les a confinés à Cherbourg, à des endroits pas sympas, donc pendant cette période de confinement, pour pouvoir embarquer. Donc eux, ils ont encore vécu, imaginez-vous, un confinement dans un objet, entre guillemets, à l'hôtel, dans le sous-marin, voilà. Donc nous, ça a été assez simple quand même. Et puis, entre guillemets, dans la toute première partie du confinement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collaborateurs qui se battaient pour revenir. Il faut être très clair. Donc nous, on n'a pas eu ce côté quand même, entre guillemets, toi, tu n'es pas essentiel. Bon, et puis ça a duré quelques semaines, puisque derrière, on a remonté progressivement nos différentes plateformes. Donc ça a été à peu près. Delphine, sur cette dimension, pas simple. Non, pas simple, parce que, une fois de plus, ce que j'ai constaté par rapport aux discussions que j'ai pu avoir, il y avait comme un sentiment d'injustice, parfois, entre ceux qui devaient rester sur le terrain, qui devaient être parfois au contact et qui pouvaient se sentir en danger face au risque potentiel de la maladie. Ceux qui restaient, qui travaillaient sur site, mais qui étaient un petit peu, on va dire, protégés, qui n'allaient pas forcément au contact. Et puis ceux qui étaient, du coup, hors de l'entreprise. Avec ce sentiment d'injustice de mais pourquoi moi ? Et pour certains, c'est vraiment des choses que j'ai entendues, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de prendre ce risque. Et en fait, obligé, et pourquoi mon collègue d'à côté, lui, il y va pas ? Avec du coup une incompréhension et voilà, et le pourquoi moi, avec toutes les précautions qui allaient bien évidemment pour aider tout ça, l'entreprise qui mettait toutes les précautions nécessaires, mais vraiment avec ce sentiment d'injustice, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois. Laurent, comment ça s'est passé Alors nous, on était un peu dedans parce que nous, on vend et on distribue du matériel médical. C'est votre métier. Ouais, donc on est un peu dedans, quoi. Et donc pendant le premier confinement, c'est vrai que les activités chirurgicales se sont quasiment arrêtées, mais il y avait quand même les 15-20% d'activité. Donc notre rôle, nous, effectivement, en tant que de distributeur de dispositifs médicaux, c'est d'assurer les ventes, mais aussi de l'entretien. Et sur ces matériels, il y a beaucoup d'entretien et d'obligations de maintenance. L'essentiel, c'est d'assurer notre rôle dans... Vous étiez essentiel dans le rouage. Dans le rôle de l'entreprise. Donc après, dans le côté essentiel, il y avait assurément les techniciens qui intervenaient sur ces équipements-là. Donc ces gens-là, effectivement, ils étaient en première ligne, quoi, dans notre entreprise. Et c'est vrai que mettre en avant notre rôle d'entreprise, notre devoir, nos valeurs, les valeurs fortes, c'est prendre soin des patients, puisque
nos équipements sont là pour ça. Ça a été un moyen de pousser les équipes sur le terrain en disant on n'a pas le choix, c'est notre rôle, et face à cette crise-là, il faut être présent et assurer de notre travail. Donc ça a été un message lié à notre devoir et à nos valeurs d'entreprise. Et la raison d'être de l'entreprise. Ouais. Christophe, c'est derrière cette notion essentielle, non essentielle, est-ce que c'est posé la question de l'utilité finalement? Est-ce que mon boulot, il est utile, quoi, tout simplement? Oui, totalement. Oui. C'est en fait la question, c'est un peu la même question. Hein. C'est un peu la même question. Je réagirais bien au problème posé par l'injustice qui est remonté. Hein. Oui, il y avait une forme d'injustice à l'époque. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que je fais pour ramener tout le monde au bureau avec ce sentiment d'injustice, là aussi, qui a laissé des traces. Donc, et je crois que c'est important aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, dans les collectifs, dans les équipes, d'avoir un moment pour pouvoir dire ça. Quoi. Dans l'équipe, il y en a la moitié qui a vécu un confinement, comme je le disais tout à l'heure, caricaturalement, plutôt agréable et plutôt intéressant, voilà, pendant que l'autre faisait des heures délirantes dans des conditions sanitaires qui pouvaient être difficiles. Ça, c'est important. Si je peux ajouter quelque chose sur cette question d'essentiel et non essentiel, peut-être pour revenir aussi dans la tête du travailleur, extérieurement, je trouve que tous les débats qui ont eu lieu pendant la crise, on a longuement réfléchi sur ce qui sortirait après la crise, tout ce dont on se débarrasserait après la crise, parce que non essentiel, parce que inutile, parce que pas bien, parce que, etc. Ce que je constate, c'est qu'en sortie de crise, aujourd'hui, je revis à peu près les mêmes contraintes, les mêmes conditions de vie et de travail que celles que j'avais avant la crise. De mon point de vue, le débat, il est un peu fermé, et on est plutôt reparti comme avant, en faisant comme si on avait eu le débat, comme si on l'avait encore un petit peu quand on a besoin de l'avoir. Mais dans la tête du travailleur, de tous les travailleurs, hein, quels que soient nos métiers, nos niveaux hiérarchiques, dans la tête du travailleur, je pense que ce débat, il a été ouvert, et je pense qu'il n'est pas fermé aujourd'hui. Et quand on est manager, déjà, quand on est manager, on est travailleur, donc on sait poser le débat, et on est en train encore de se dire, mais est-ce que ce que je fais aujourd'hui est vraiment utile ou inutile? Est-ce que c'est essentiel ou non essentiel? Pour la société, c'est une chose, mais pour moi, pour ma famille, et on ne voit pas le débat, ce débat-là, on ne le voit pas dans la tête de ceux qui constituent mon équipe, et qui sont en train de se dire, et ça, on a du mal à le partager. Enfin, il y a des organisations qui arrivent, mais ce n'est pas simple. Partager ce débat-là à haute voix. Aujourd'hui, mon travail, le sens au travail, ma relation au travail, elle a évolué. J'aimerais que ça devienne ça. C'est un débat que je vois très très rarement engagé. Quand on étouffe un débat, quand on étouffe un dialogue, un conflit, le conflit, à un moment ou à un autre, finit par ressortir. Et je pense que ce conflit-là, si on ne le traite pas aujourd'hui, il ressortira un jour. Je ne sais pas comment. À suivre. Autre dimension, bien sûr, on en a parlé très rapidement, et c'était évident qu'on en parle dès le début, c'est la notion de télétravail. Hein, c'était jusque-là marginal. C'est devenu la règle du jour au lendemain. Alors, maintenant, la question que j'ai envie de vous poser à vous tous, c'est tendance durable ou il va falloir trouver un équilibre? Parce que ça n'a pas toujours été très bien vécu non plus. Pierrick. Alors, pour nous, en fait, comment ça évolue, en fait? Le télétravail, avant, je vais peut-être vous choquer, je ne sais pas, mais on avait un jour par semaine. C'était en général c'était le mercredi, vous voyez, une fois dans la semaine. Voilà, donc c'était mal vu. Hein, c'était quelque chose. D'ailleurs, je me souviens qu'on pistait un peu les managers qui autorisaient le télétravail dans leurs équipes. Et je me rappelle encore un tableau où on regardait cette équipe a beaucoup de télétravail, pourquoi, etc. C'était suspect. C'était suspect, on dit tiens, c'est bizarre, voilà, c'est un peu des vacances, donc c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, quoi. Donc on télétravaille chez soi, mais voilà, assez suspect. Et puis là, effectivement, malgré tous les plans qu'on a pu mettre en place, hein, les plans continu d'activité, est arrivé la pandémie. Et là, aujourd'hui, patatras, obligé de renégocier un accord d'entreprise, finalement, et qui aujourd'hui fait qu'un collaborateur peut télétravailler jusqu'à 10 jours dans le mois. Donc on voit que globalement, un collaborateur peut quasiment télétravailler 50% de son temps. Donc, on est passé d'une centaine de personnes à peu près qui télétravaillent une journée à des milliers de collaborateurs. Pour ce qui moi me concerne, j'ai plus de 1000 collaborateurs qui sont en télétravail en permanence, quasiment. Alors je pourrais donner après les chiffres, vous verrez un peu comment maintenant ça va se profiler pour moi à l'avenir, parce que je pense que ça va être durable tout ça. Et en plus, on voit des managers également. Moi, je vois des directeurs, des managers, tout le monde télétravaille. Donc les gens qui étaient suspicieux il y a quelques semaines, quelques mois, finalement se le pratiquent à eux-mêmes, hein, qu'on a ouvert un peu une boîte de liberté, peut-être quelque part, hein,
Et donc ça a totalement changé plein de choses. On pourra parler rupture espace-temps, la relation au travail. Il y a plein de choses qui ont volé en éclats. Donc là, on est vraiment dans un élément à la fois de robustesse de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on est beaucoup plus fort qu'avant et on l'a eu parce qu'on l'avait pas prévu. Et donc maintenant, on est armé. On pourra revenir aussi tous les moyens qu'on a mis en place. C'est un élément aussi de compétitivité finalement quelque part, parce qu'on va se rendre compte que peut-être que on va pouvoir demain revoir un peu l'aménagement de l'espace. Bon, on n'est pas encore prêt. Je pense qu'il y a encore des collaborateurs qui aiment bien son bureau, donc on n'est pas prêt. Et puis peut-être de productivité, ça on pourra en discuter également longtemps, parce qu'on se rend compte que peut-être que la productivité, plutôt que de passer un peu du temps dans les embouteillages finalement aujourd'hui de Toulon, finalement nos collaborateurs sont chez eux, beaucoup plus disponibles au travail, chez eux. Voilà. Donc il y a une vrai changement de volume et de relation de travail chez nous, c'est assez radical. Je peux dire ouais, c'est un changement de vision par rapport à une pratique qui a été effectivement radicale. Delphine, vous avez réalisé une enquête justement pendant le confinement et vous avez essayé de comprendre un peu ce mécanisme de télétravail. Qu'est-ce que ça donne, quoi, votre vision ? Alors, j'ai été assez surprise par les résultats parce que c'est vrai que j'avais beaucoup entendu pendant le confinement le télétravail, on en a marre, on veut retourner au bureau, ça suffit. Et je me rends compte aujourd'hui que dans mon enquête, en fait, 80% des personnes qui m'ont répondu veulent continuer le télétravail, mais pas à 100%. En fait, souvent, ils indiquaient 2 jours, 3 jours, donc 2 jours de l'un, 3 jours de l'autre ou inversement. Mais on était un petit peu sur cet équilibre avec finalement... Je garde quand même les avantages d'un travail à distance, de chez moi, qui me permet effectivement de ne plus avoir le temps de transport, etc., de m'organiser comme je veux, de moins être dérangée. Je suis plus productive, je m'organise à ma façon. Mais en même temps, j'ai besoin du lien social de l'entreprise, j'ai besoin de voir mes collègues, de voir mon manager, etc. Et c'est comme une sorte de compromis. En sachant que le télétravail, il convient bien à certaines personnes et moins bien à d'autres. Ça dépend aussi de sa personnalité, de sa capacité d'autodiscipline. Enfin, il y a plein de critères au-delà de simplement un concept. Donc, je pense vraiment qu'on va partir sur un mode hybride. Je suis convaincue qu'on ne reviendra pas au système de l'avant. Je ne vois pas comment c'est possible. Je ne dis pas qu'on est dans un effet de balancier à l'opposé. Je pense qu'on va être dans quelque chose qui va se stabiliser justement entre ces deux notions. Avec les 2 jours, 3 jours, ça me semble un bon compromis. En tout cas, 80%, c'est énorme. Et avec une réelle volonté. Parce que la différence aussi, c'est qu'au départ, c'était un télétravail qui était contraint, qui était obligé, qui n'a pas été choisi. Alors que là, il y a des entreprises qui effectivement laissent la possibilité. Et du coup, à partir du moment où on a une marge de manœuvre, eh bien, on peut la prendre et l'adapter et trouver une relation, un contrat gagnant-gagnant avec l'entreprise, qui va aussi avoir un intérêt, parce que c'est ça aussi, le collaborateur va avoir son intérêt, mais l'entreprise aussi, donc on est vraiment dans cette relation gagnante-gagnante. Laurent, vous êtes engagé dans une démarche de retour progressif sur site, et le télétravail, bon, ok, mais on en parlait tout à l'heure, vous êtes en phase de recrutement, et puis d'un coup, les candidats que vous recevez, le critère, c'est télétravail. Et donc, ça modifie complètement le spectre. Ouais, c'est une petite anecdote que je viens de vous raconter. Effectivement, on lance un petit recrutement. Effectivement, j'ai reçu des candidatures où les gens spontanément nous demandent 100% de télétravail, quoi. Bon, alors c'est rare, mais c'est quand même aujourd'hui, effectivement, fait partie de... on parlait de règles, de futures normes. Le télétravail en fera partie. À quel niveau, à quelle hauteur? Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt... parce que pour moi, on n'est pas encore sorti réellement de la crise. Donc, avant de prendre des décisions finales... Est-ce que le pouvoir législatif a aussi encadré ça? Est-ce que l'entreprise, à travers le dialogue social, sera aussi obligée de rédiger des chartes, d'aller dans ce sens-là? Aujourd'hui, on suit plutôt l'actualité, effectivement, et la règle, c'est plutôt l'actualité. Donc aujourd'hui, on est un peu plus, on va dire, serein. Donc il y a une part de télétravail un peu plus faible. Aujourd'hui, on se plie encore un peu à l'actualité, même beaucoup. Après, pour revenir au télétravail, pour moi, personnellement, ce n'est pas un sujet d'actualité, parce qu'aujourd'hui, ça encadre un petit peu le management à distance. Donc aujourd'hui, chez Wassenburg France, il y a à peu près 50% des gens qui sont au siège et 50% des gens qui sont itinérants. Donc aujourd'hui, de toutes les manières, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, personnellement, qui a eu l'habitude de manager des gens à distance,
c'est la même chose. Voilà. Alors comment gérer des gens à distance, comment les manager, comment créer des objectifs clairs et précis, comment créer ce climat de confiance. Effectivement, quand on est à distance, il faut créer ça, on va en parler juste après, justement, comment on manage. L'émergence dans le monde de l'entreprise et l'arrivée en force du télétravail, ça, Christophe, personne ne l'avait prévu. Oui, alors pour ajouter, juste pour pas redire tout ce que vous avez dit, je crois que c'est important de distinguer télétravail et distanciel. C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, dans les discours ambiants, dans les discussions qu'on peut avoir, on a un peu tendance à mettre derrière le télétravail la pratique du distanciel. Demain, dans nos évolutions de manière de travailler, il y a le télétravail et il y a aussi le fait de pouvoir travailler à distance, on va se déplacer, etc. Et c'est deux choses quand même différentes. Le télétravail, moi j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec des directions générales, des managers, des organisations syndicales et des travailleurs. Et le télétravail, j'en entends parler depuis très très longtemps. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire, le télétravail. C'est la poule face au couteau. Vous savez, elle voit quelque chose qui l'intrigue, qui brille, puis en même temps, elle se dit, si jamais je m'en approche un peu trop, ça va être dangereux. Moi, je rencontrais des salariés qui étaient plutôt demandeurs de télétravail. Pour certains, enfin, c'est ce qui se révèle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont plutôt demandeurs de télétravail, pour des raisons X, Y. Il y en a qui sont plutôt pas demandeurs. Il y en a qui en veulent pas. Il y a de tout. Voilà. Mais ce qui était formidable, c'est que quand moi, je prends ça et que je le remonte un peu vers le dessus, j'ai des organisations syndicales qui ne voulaient, au passé, absolument pas en entendre parler. C'est un dossier qu'ils ne voulaient pas ouvrir. Ils voyaient là quelque chose qui, je sais pas, je pense qu'ils ne voyaient pas comment maîtriser, comment assumer. Et donc, il y avait un danger qui était mis en avant, c'était le risque d'envahissement de la sphère personnelle par la sphère professionnelle. Et ça, c'était l'argument définitif. Bon, l'instruction derrière, c'était télétravail, vous êtes gentil, mais on n'en parle pas. Quand j'allais voir les directions, pour une fois, la direction était en phase avec ces organisations syndicales de manière absolument totale. Les directions générales ne voulaient pas non plus en entendre parler parce que c'était compliqué. Il y a tout un tas de questions, la question managériale, de la confiance, de la surveillance, de la responsabilité, du sur-mesure, etc., etc. Et donc, on n'en parlait pas de ce truc-là. On n'en parlait pas. Et du jour au lendemain, il y a une espèce d'OSNI, d'objet social non identifié qui est apparu, où du jour au lendemain, alors c'était contraint, mais il a fallu travailler dans tout le monde chez soi. On y arrive. Ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent, on y est arrivé. Il y a ceux qui ont été envahis par la sphère professionnelle, il y a ceux qui ne l'ont pas du tout été. Et on s'est mis finalement à évoluer vers la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on commence, je dirais, enfin, à en discuter. Alors, ça veut dire que manager une équipe à distance, c'est une habitude dans certaines entreprises, c'est pas le cas pour toutes les entreprises. C'est quand même créer finalement la distinction entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas. Comment on gère ça quand on manage des équipes mixtes, j'ai envie de dire? Et ben, en fait, je crois qu'il y a des. Enfin, nous, alors déjà, on va faire simple. C'est-à-dire qu'il y a à peu près aujourd'hui un tiers de nos collaborateurs qui ne télétravaillent pas. Ça, ce sont des gens qui sont sur des moyens de production, des problèmes de confidentialité, etc., qui font qu'ils sont sur le site en permanence. Et les 2 tiers, en fait, finalement, télétravaillent, donc les 1000 collaborateurs télétravaillent 2-3 jours par semaine. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne le sent pas encore, ça, cette distinction entre je suis sur site, parce qu'effectivement, on est encore un peu entre les deux, on ne sait pas trop. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va avoir ça à gérer. C'est-à-dire que, vous imaginez demain un collaborateur qui télétravaille, qui a pris, entre guillemets, une façon de travailler totalement différente, avec un espace de liberté, travaille de chez lui, avec tout le, entre guillemets, le confort que ça peut apporter. Et vous allez lui dire demain, écoute, tu vas changer de poste, mais tu es peut-être manager, mais tu restes sur site. Ah ben non, finalement, moi, voilà. Et on voit que cette notion, on parlait tout à l'heure, je ne sais pas qui disait, que le télétravail dure comme un élément du pacte social, enfin, comme le salaire, comme plein de choses, ça va rentrer dans, finalement, ça ne m'intéresse pas d'être mieux payé, mais je préfère faire du télétravail. Donc la rupture aujourd'hui entre le télétravailleur, alors je ne peut-être pas la fin du confinement, on a vu quelques problèmes quand même, mais entre les gens sur site, entre guillemets, les gens pas sur site, pour l'instant, on ne le voit pas encore. On l'a vu juste à la fin, entre guillemets, du premier confinement, quand c'était à vous les télétravailleurs, nous on était sur site, pas vous. Là, il y a eu cette, entre guillemets, ces gens qui rembarquaient sur le bateau, qui étaient un peu montrés du doigt, entre guillemets, vous, entre guillemets, vous êtes restés chez vous. Aujourd'hui, on n'a plus ces télétravailleurs feignants. Je résume vraiment volontairement, je suis provocateur, ces télétravailleurs feignants et sur site on travaille, ça c'est fini. Mais je pense qu'on va avoir un vrai problème de mobilité dans les postes, même au sein de l'entreprise. Et finalement, pour recruter, ça c'est également un élément important.
Alors moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai un collaborateur qui nous a expliqué, qui chez nous, hein, dans des métiers très très recherchés en plus autour de la cybersécurité, qui nous dit moi je m'en vais, je fais 100% de télétravail, j'ai un projet de vie, je pars sur une île dans le Pacifique. Voilà, il va travailler à distance. Bon, c'est des cas extrêmes que l'on a, mais on voit que on rentre dans une notion, le télétravail est devenu aussi quasiment aussi important que le salaire pour certains collaborateurs. Donc, voilà. Oui, Christophe, bien sûr. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a un point qu'aujourd'hui on n'a pas résolu du tout et qui pour moi est vraiment le problème aujourd'hui du télétravail, c'est comment je fais pour intégrer les nouveaux. Voilà. Ça marche très bien avec les anciens, le télétravail, on saurait. Le nouveau, comment est-ce qu'on intègre le nouveau quand la moitié ou les 3/4 des équipes sont chez eux? Ça, je crois que personne n'a encore trouvé la solution et c'est un vrai problème. Il va falloir repenser les modèles, les fonctionnements. Laurent, c'est cette dimension, donc, vous le disiez, ou expérience du travail, du management à distance, c'est quoi qui fait que ça fonctionne bien? C'est la culture d'entreprise? Ce qui marche bien, c'est surtout d'évaluer la performance globale. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'attends que la performance globale soit atteinte, voire dépassée. Alors, aujourd'hui, il faut être aussi un peu créatif, et c'est vrai que ça a libéré aussi un peu la créativité, ça a créé aussi une nouvelle manière de travailler. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains métiers, on ne peut pas être performant en télétravail, si on doit être présent au siège, ou des capacités personnelles. Enfin voilà, des jeunes qui rentrent dans une entreprise ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être plus managés. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu aussi en fonction du métier, mais aussi de la personne. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'attends finalement que cette expérience qui nous a montré qu'on a réussi, il faut continuer dans cette voie-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, balayer le fait de dire on va revenir en mode comme avant, alors que grâce à ça, on a continué à être performant, au contraire à dynamiser encore un peu plus l'entreprise. Donc il faut rester sur cette dynamique. Après, effectivement, pour moi, entre la cohabitation télétravailleurs et gens sur place, c'est naturel, puisque effectivement, on revient à l'esprit de performance et de réaliser ses missions et ses objectifs. Si ça ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas le choix. Après, si elle peut se faire en télétravail, aussi, bien évidemment, on donne cette liberté, cette latitude. Après, il faut rester quand même dans un cadre. Aujourd'hui, nous, on l'a limité à un certain niveau. Voilà, aujourd'hui, je le répète, on est un peu plus tranquille avec l'épidémie, donc il y a un peu moins de présentiel, mais on l'encadre quand même, voilà, pour qu'il y ait quand même un cadre qui soit formalisé. Ouais. Eric. Je voulais compléter sur le cadre du télétravail, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, on a élargi largement le cadre du télétravail, mais vos collaborateurs vous surprennent toujours, en fait. Et aujourd'hui, en plus, on est une position de cadre. Alors expliquer qu'ils doivent être là, ils ne prennent pas, etc. Et déjà, les cadres, en fait, dépassent. En fait, ils ont inventé, entre guillemets, une nouvelle façon de travailler. On a découvert, finalement, que des collaborateurs n'est que le matin. Et d'autres partaient l'après-midi télétravailler. L'inverse. En fait, on a mis un cadre au télétravail, mais pour des cadres, mais on est dépassé par cet accord. Donc il faut bien voir qu'on est rentré pour nous dans une logique où, entre guillemets, on ne va pas dire que ce sont tous des auto-entrepreneurs, parce que c'est pas ça. Effectivement, on va reparler un peu comment manager par objectif, et ça va être notre difficulté, comment on fait de passer du visuel, je te vois, je sais ce que tu fais, à je te vois plus, et il faut vraiment que je contrôle ce que tu fais. Mais nos collaborateurs, de toute façon, ont trouvé de nouvelles méthodes de travail, et qui nous surprennent tous les jours, d'ailleurs. Y compris les directeurs, d'ailleurs, certains. Alors, gardez le micro, Pierrick. Dans le management, il y a un élément essentiel pour vous, pour la réussite de ce côté hybride, c'est la confiance. Là aussi, ça a changé, ça a évolué. La confiance qu'on fait aux salariés. Alors, en fait, comment dire, ce qui est délicat dans le télétravail, c'est que vous êtes tous en train de transférer au manager de premier niveau. En fait, voilà, nous, on a une certaine organisation où il y a des directeurs de département, et puis il y a le manager de premier niveau. C'est lui qui est en contact avec le collaborateur. Et ce qu'on est en train de faire avec le télétravail, finalement, c'est qu'avant, le manager, lui, c'était simple. C'était les horaires de bureau, il vérifiait qui était à 8h sur le parking, qui était à 18h, et c'était assez strict, finalement, quelque part. Et là, finalement, et en plus, on les avait, entre guillemets, biberonnés, d'une certaine façon, à ce qu'on appelle le management visuel de proximité. C'est vraiment la réunion que vous faites le lundi matin, où là, tu fais ça, voilà. Donc, et du jour au lendemain, vous voyez plus vos collaborateurs, donc c'est le fameux distanciel, ou dehors, je sais pas si, oui, plutôt télétravail. Et là, vous dites, finalement, comment je vais faire pour m'assurer, qu'ils travaillent. Alors, oui, alors, au départ, je dis, on a fait des bêtises, on a appelé tout le monde tous les matins, tous les soirs.
Alors que vous imaginez votre manager qui était finalement quelqu'un d'assez autiste, hein, parce qu'on a quand même des managers qui ne sont pas forcément dans l'empathie, etc. Dans la communication. Et puis voilà, dans la communication, et puis qui un jour vous appelle tous les matins, tous les soirs, mais qu'est-ce qu'il veut? Alors que celui qui était finalement dans l'empathie avant et dans l'empathie après, donc il y a des choses qui sont bien passées. Et donc, en fait, effectivement, maintenant, on dit au manager, finalement, faut que tu travailles sur la confiance vers tes collaborateurs. Alors, je vous donnerai une anecdote après sur une enquête qu'on a fait, c'est assez surprenant. Donc, il faut que tu travailles sur la confiance. Il faut que tu donnes des objectifs clairs. Et nous, c'est pas, il est là tous les jours, il travaille beaucoup. Hein. Le famille travaille beaucoup, on le verra plus, parce que finalement, il est là de 8h à 8h à 8h. Bah oui, on s'en fout. Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il fait ses objectifs? Donc là, on est dans la valeur objectif. Et ce qui est étonnant, donc pour moi, on est en train de tout déverser finalement, cette problématique du télétravail, aux managers de premier niveau. Voilà, ça c'est fondamental. Et nos managers, en fait, ils rentrent entre guillemets également dans l'intimité du collaborateur. On parlait tout à l'heure de ceux qui, vous prenez 2 collaborateurs sur la même activité, il y a un qui voudra télétravailler, l'autre pas. Il ne voudra peut-être pas télétravailler parce que les conditions chez lui ne sont pas favorables, parce qu'ils ne sont pas bien dans le télétravail. Et c'est-à-dire que votre manager, il va devoir être plus en confiance, plus dans la relation avec son manager, de comprendre pourquoi tu ne veux pas télétravailler, etc., pour mettre des choses en place. Donc la confiance va être importante. Et je vais terminer sur la confiance. Depuis 3 ans, on fait en fait une enquête, qui est une enquête faite avec Gallup, qu'on appelle une démarche forward, qui est une démarche liée à l'engagement. Et on fait ça depuis 3 ans. Et nous, on a une énorme surprise cette année, c'est qu'on a, entre guillemets, des scores qui ont explosé sur la relation entre le manager et le manager, sur la confiance qu'on a entre le manager et le manager. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc finalement, le télétravail pour nous, est-ce qu'on a rapproché le manager et le manager dans la façon de travailler, etc. Certainement. Voilà. Donc c'est la grosse surprise qu'on a eue dans cette relation. Delphine, c'est impressionnant d'entendre ça, quoi. C'est des changements très importants dans la façon de voir les choses. Alors pour vous, bien sûr, la confiance, c'est la base, plus la proximité. C'est ça, la confiance, c'est la base. Et on s'est rendu compte, effectivement, dans les premiers moments du confinement, et c'est ce que vous expliquez bien, Pierrick, c'est que les managers qui étaient déjà pas très à l'aise ou pas très sûrs d'eux, enfin voilà, se disaient, mais voilà, j'ai pas mes équipes sous la main, je ne sais pas ce qu'ils font, donc forcément, ils font pas ce qu'ils doivent faire. Et donc, je pars du principe que je leur fais pas confiance. Et là, ça a posé des vrais problèmes. Sauf que le temps a passé et que ça s'est installé dans la durée et qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, c'était pas jouable de continuer comme ça et que la confiance, elle a dû s'installer d'une façon ou d'une autre. J'ai envie de dire, par les pieds, par la tête, il a fallu l'installer, cette confiance. Mais c'est vraiment la clé. Alors, c'est difficile, parce qu'une fois de plus, suivant sa personnalité, son caractère, si c'est pas quelque chose qui est ancré en soi, on se dit, oh là là, non, mais là, à partir du moment où je ne vois pas, je ne contrôle pas, donc je n'ai pas confiance. Donc c'est un vrai travail sur les managers et comme vous l'avez bien dit, Pierrick, une fois de plus, il y a ceux qui étaient déjà un peu à l'aise avec ça et ceux qui ne l'étaient pas. En fait, je pense que le confinement et toutes ces histoires de télétravail, ça a mis en difficulté des managers qui étaient déjà un peu sur le fil. Ceux qui étaient qui étaient bien dans leur basket, on pourrait dire, de façon un petit peu triviale, ils ont plus facilement réussi à prendre le cap. Mais ceux pour qui c'était déjà un petit peu touchy, en fait, c'est pas passé. Et là, ça a créé de vraies difficultés avec des collaborateurs, et je reviens sur ce que je disais au départ, qui pour le coup étaient soit surcontrôlés, soit du coup pas contrôlés, parce que parfois le manager a lâché lâché l'affaire parce que lui-même n'arrivait pas à gérer ça. D'un point de vue professionnel, parce qu'il se retrouve en difficulté, et parfois avec des incidences aussi personnelles avec les difficultés. Mais alors on dit toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment, mais il faut réussir à trouver ce juste milieu et toute la subtilité du manager, ça va être de s'adapter à chaque personne et c'est là vraiment la difficulté. C'est bien pour ça que le rôle de manager est difficile, c'est de s'adapter à chacun de ses collaborateurs pour trouver le juste milieu qui fera que il mettra le curseur au bon endroit. Parce qu'en même temps, il y a quand même des collaborateurs qui ont besoin d'un cadre, d'être un petit peu plus en lien. Enfin voilà, et c'est très très différent suivant les personnes. Mais il faut vraiment partir sur ce principe de confiance. Et quand on dit confiance, ça veut dire que on part sur des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord avant. Ça, c'est aussi important. C'est pas juste je te fais confiance et puis tu fais ce que tu veux et puis on verra après. Non, c'est
Voilà, on est en confiance parce qu'on sait de chaque côté comment ça va se passer. Et donc, à ce moment-là, on peut lâcher. Et après, on va vérifier que ça se passe comme c'était prévu, à un moment donné, évidemment, quand même. Hein. Mais je pense que c'est ça aussi la clé, c'est qu'il faut que le contrat soit clair, en fait, entre les deux parties. Plus le contrat est clair, plus la confiance va pouvoir s'installer. Christophe. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc j'aurais plein de choses à dire. Je vais essayer de me restreindre. La confiance, elle ne se décrète pas, sinon elle résulte en fait, hein, elle se met en place, elle se développe. Voilà. Elle se perd très vite, et elle est dure à développer, tout le monde le sait. J'ai très envie de réagir sur le « il travaille beaucoup ». Effectivement, l'envie de mesurer le travail, c'est un peu ce que veulent faire aussi les indicateurs de performance. Le fait est, c'est que pour avoir observé beaucoup de travailleurs, je me rappelle une observation, c'était une secrétaire, on la voyait, on était en binôme, devant son PC, elle travaillait. On est incapable de savoir ce que fait la personne quand elle est devant son PC. Peut-être qu'elle ne travaillait pas. Elle travaillait beaucoup, un peu, mal, enfin, on ne sait rien en fait. C'est génial. Et donc on a cette espèce de truc en tête, la personne est à son bureau, elle travaille. Pareil pour le chef, hein. Le chef est à son bureau, il travaille. On n'a pas vu le chef depuis 2 jours. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Et j'ai envie de citer un exemple que je cite au début de mon livre. C'était un directeur d'usine avec qui je travaillais, une usine qui allait extrêmement mal dans le nord de la France, qui faisait du flaconnage. C'était extrêmement compliqué. Et il venait de prendre la place d'un précédent directeur. Tout le monde courait dans tous les sens dans cette usine. C'était une espèce de stress, mais épouvantable. Donc on parle de risques psychosociaux. Là, je pense qu'on avait vraiment atteint des sommets. Et ce directeur m'explique que lui, en fait, la part la plus compliquée de son travail, c'est de ne pas courir. La part la plus compliquée de son travail, là où il travaille le plus, et de son point de vue le mieux, c'est quand il ne court pas. Il sort de son bureau, il s'oblige à marcher. Il traverse l'usine, il marche. Son téléphone est coupé, il est dans sa poche, en train d'accumuler les mails, les SMS, les appels. Il ne décroche pas, et il se rend disponible. Moi, j'ai passé 15 jours dans l'usine, et je vous garantis qu'en l'espace d'une semaine, déjà, tous les managers avaient arrêté de courir. Tous les ouvriers avaient arrêté de courir, et tout le monde commençait à retravailler vraiment. L'observateur extérieur aurait été vraiment très impressionné par le précédent directeur, dont on aurait dit « mais qu'est-ce qu'il travaille, incroyable, mais quel engagement !» Puis les managers intermédiaires « quel engagement !» Non, en fait, ils travaillaient contre l'usine en réalité, contre le travail. Ils se sont mis à travailler vraiment le jour où on les a moins vus travailler, ce qui représentait, j'espère ne pas vous avoir perdu, ce qui représentait pour les directeurs d'usine un travail en réalité gigantesque, de ne pas avoir l'air de travailler. Je trouve que c'est un bon enseignement pour la suite. Sur la notion de confiance, en tant que psychologue, c'est quoi votre lecture ? Il y a des, on va dire, des non-dits, il y a des a priori, il y a dans le monde du travail. En fait, la confiance, on commence à en parler en général quand on l'a perdue. Souvent, les réunions d'équipe, c'est écoutez, là, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on recrée du collectif. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, voilà, on va recréer la confiance. On n'est pas dans le préventif. Ce serait bien de. Si on en parle, c'est que ça y est, on a perdu la confiance et qu'elle n'est plus là, quoi. Je ne vais pas faire un long discours, mais ce que j'encourage à faire, ceux que je vois en face de moi qui se posent ces questions-là, notamment par rapport à leur chef, en disant quand ils ont perdu cette relation de confiance avec leur chef, je leur demande de se rappeler s'ils ont eu un jour un bon chef. Et je vous encourage vous-même à essayer de vous rappeler si un jour vous avez eu un bon chef. Et j'espère que c'est le cas. Parce qu'un chef, c'est extraordinaire en réalité. Et ce chef-là, si vous en avez eu un, de bon chef, essayez de détricoter ce qui faisait que pour vous c'était un bon chef. Vous allez arriver à quelque chose qui devrait ressembler à « il répond à mes attentes, à mes besoins. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand je n'ai pas besoin de lui, il n'est pas là. » Et quelque part, il me fait confiance. Et si on détricote un tout petit peu plus loin, ces chefs-là, avec qui j'ai pu travailler, on constate aussi que ce sont des gens qui ont confiance en eux. Ils sont eux-mêmes à l'aise avec le fait de s'organiser et donc de faire confiance à leurs équipes. Eric ? Non, mais je vais essayer de me remémorer quelque chose. Je crois que c'est un commandant du GIGN qui expliquait la notion de confiance. Alors, je vais un peu diverger, mais ça me fait penser à ça. Il disait, mais imaginez GIGN faire rentrer une équipe une équipe d'assaut, et puis finalement, le risque que vous avez, c'est comme de perdre la vie. Et comment j'y vais, en fait ? Alors, je crois qu'il y avait 5 piliers. Alors, je vais essayer de me remémorer les 5, mais c'est un peu ça, c'est à peu près ce qui a été dit.
Il faut avoir confiance en soi-même, parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous êtes mal. Confiance dans la mission qu'on vous donne. Un peu le télétravailleur, c'est pareil. Il va falloir qu'on lui donne un travail, une mission, et il faut être sûr qu'il puisse l'élaborer. Confiance dans les hiérarchies, parce que si on n'a pas confiance finalement dans sa hiérarchie, là, donc ça ne va pas pouvoir le faire. Et puis également confiance dans ses collègues. Donc il faut aussi autour de vous, finalement, qu'il y ait un environnement qui se passe bien. Et puis ce qui m'avait marqué essentiellement à la fin, c'était confiance dans l'institution. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrive quelque chose, vous avez envie que l'institution soit autour de vous, donc l'entreprise finalement. Alors après, on pourra parler du télétravailleur. Est-ce que le télétravailleur fait encore ou pas partie de l'entreprise? Parce que là, je vais rebondir. Parce que si finalement quelqu'un qui est peu présent sur l'entreprise a-t-il encore les valeurs de l'entreprise, ça va être encore un grand sujet pour la suite. La communication est au cœur de tout, Delphine, pour que ça réussisse. Déjà en temps normal, mais encore plus en temps de crise. Et pour l'avenir. C'est la base. Alors la communication, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Il y a la communication interne, la communication externe. Ça rejoint un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure avec l'histoire du train, mais c'est vraiment essentiel de communiquer. Et même si on n'a pas les infos, il faut quand même communiquer en fait. Et dire qu'on n'a pas les infos, mais c'est une façon de communiquer. Et la communication, elle fonctionne dans tous les sens en fait. Elle descend, elle remonte, elle va en diagonale. Enfin voilà, c'est important qu'elle se diffuse. Et dans l'information, il y a des démarches qui ont été faites en fait par certaines entreprises, qui étaient justement, quand les personnes sont revenues en entreprise, c'était de prévoir un temps avec chacun et aussi un temps en collectif, un temps d'échange, donc de communication, mais plus sur le ressenti, ce qui s'est passé, un espace de parole en fait, avec un système de réaccueil. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et ça permet de passer les messages de l'entreprise, d'entendre en même temps les messages des collaborateurs et à un moment donné de se comprendre, de se connaître et de recréer le lien aussi, surtout très important. Laurent? Aujourd'hui, c'est vrai que ça a multiplié aussi les axes de communication, les Teams, etc. Ça s'est propagé à une vitesse, même à un moment donné, on a mis un peu le bémol parce que avec des vidéos Teams toute la journée. Donc on s'est dit à un moment donné, bon, c'est bien de communiquer, c'est bien d'échanger, mais bon, il faut aussi assurer les missions principales. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers la communication, ça a libéré différents nouveaux vecteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste au manager de créer ce climat entre son service, entre son unité. Chacun organise un peu son équipe comme il l'entend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien de créer de la diversité, créer des équipes un peu différentes. Et le manager, voilà, avec son équipe, crée cette émulation à travers la communication, à travers des échanges réguliers ou non réguliers, collectifs, voire individuels. Ensuite, c'est vrai que l'entreprise est par mes soins, j'ai beaucoup communiqué sur des points importants, donner un peu de sens, d'objectifs. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une entreprise, à travers les procédures, à travers les revues de direction, voilà, on se donne aussi des objectifs annuels, des objectifs qualité. Et c'est vrai de les reciter, ça donne aussi une perspective, un peu plus de sens à travers la communication. Parce que communiquer pour communiquer, ça a peu d'intérêt, mais donner des objectifs, des missions, des valeurs et transmettre un peu plus un sens au travail, je trouve que ça a été aussi une nouveauté qui nous a obligés à plus communiquer à travers l'absence de présence. Ça renforce le collectif. Mais ça renforce un peu le collectif et puis un peu, pas un petit peu, mais beaucoup des objectifs qualité, des objectifs importants pour l'entreprise. Christophe? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. La communication, c'est un peu comme le management. Quand ça se passe bien, ça se passe tout seul, on n'en parle pas beaucoup. Quand on commence à en parler, et surtout dans les situations que vous allez peut-être reconnaître, mais quand vous avez des équipes, des organisations syndicales, des équipes, des représentants du personnel qui réclament beaucoup de communication, quand il y a des problèmes de tension, de conflits qui s'installent dans le temps et on vous ramène à la solution qui est la communication, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Vous pouvez communiquer autant que vous voulez, en fait, vous attaquez pas au problème. Le problème est ailleurs. C'est trop tard, quelque part, déjà. C'est trop tard, et surtout, on fait de la communication, on ne traite pas le problème. Donc, en fait, le problème continue de se développer. Et c'est un peu un piège. Et vous avez sûrement tous connu ça avec des équipes qui vous disent « mais on a besoin de communiquer, il faut parler, il faut parler ». Vous parlez, vous réunissez tout le monde, vous communiquez, vous partagez, et puis en fait, on vous en demande encore plus. Voilà, c'est juste ça. Il faut se méfier un petit peu de
cette situation particulière, quoi. Alors, un petit mot rapide sur un autre événement qu'on a tous constaté dans les entreprises, mais aussi à titre individuel, c'est la fracture numérique. Ça a été le révélateur, forcément, parce que tout le monde en télétravail, tout le monde chez soi. Il y a eu des situations à gérer dans vos équipes, Pierrick. Alors, on peut imaginer que non. Eh bien si. Eh ben voilà. Et voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, qui pouvait imaginer, enfin, vous imaginez au niveau de Laval Group, on avait, je crois, à un moment donné, plus de 10 000 à 12 000 télétravailleurs d'un coup. Donc quasiment toute la société s'arrête, tout le monde dort. Et en fait, on avait des systèmes d'information, alors pour plein de raisons, pour faire simple, on avait 2000 collections possibles. Alors ce qui était bien, c'est que pour les confinements, vous avez des télétravailleurs, mais la notion de télé, alors est-ce que c'est connecté ou pas? Et ben finalement, il n'arrivait pas à se connecter. Vous imaginez au départ, donc il a fallu mettre par alphabétique, toi tu auras te connecter à telle heure, toi à telle heure, toi à telle heure. En fait, c'était un vrai bazar. C'est clair. Donc on a été comme tout le monde en fait. On a été pris au dépourvu. Et puis en plus, on a remédié. Ça, c'est un accélérateur fantastique pour nous parce que finalement aujourd'hui, on a quasiment tout le monde peut télétravailler avec des connexions possibles. Après aussi, ça a été un révélateur pour nous quand même parce qu'on doit avoir accès à un certain nombre d'informations, de confidentialité importante, et ça, on a essayé, même si c'est pas du confidentiel défense, d'ouvrir. Alors, ce qui n'était pas possible avant, mais est devenu. Finalement, on a pu des trucs aussi bêtes pour faire de la gestion financière, pour faire des choses qui n'étaient absolument pas possibles avant. On l'a ouvert. Donc, on a remédié. C'est un accélérateur. Moi, je vois encore, on a un comité de jeunes qu'on reçoit une fois par mois. Je leur expliquais que, mais non, c'est pas possible d'utiliser tel. On parle pas de Teams, mais d'autres applications. Absolument pas. Sur nos réseaux, vous imaginez même pas. Et puis un mois après, ils étaient sur nos réseaux et on travaillait dessus. Donc ça a été un accélérateur quand même pour nous, même dans la rupture numérique. Laurent. On n'a pas eu trop de soucis. Je revenais que la moitié de nos effectifs déjà travaillaient à distance, donc l'aspect de connexion à distance sécurisé, c'était déjà dans les mœurs. Les derniers restants, c'était plus une problématique interne de leur domicile, d'avoir une bonne connexion Internet. Ouais. Mais sinon, notre système d'information est déjà sécurisé. On a un responsable informatique qui fait bien son job. Donc, on n'a aucun souci. J'étais même très surpris. 2 jours après, comme si de rien n'était, l'entreprise fonctionnait normalement. Et même moi, j'étais stupéfait en disant, mais quelle résilience et quelle transition hyper rapide, quoi. Donc c'était assez incroyable. Mais non, aucun problème de notre côté. C'était assez stupéfiant. Delphine. Alors effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui semblait impossible à faire quelques mois auparavant s'est mis en place de manière presque magique. Souvent parce que les circuits de décision ont été considérablement raccourcis dans un certain nombre d'entreprises pour justement être réactifs. Et ça a vraiment été, mais oui, en fait, on peut, et c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant, parce que c'était vraiment ces croyances de oui, mais nous, on ne peut pas pour plein de raisons. En fait, si on peut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est au pied du mur et il faut y aller, et on se rend compte que c'est possible. Ça veut dire que ça offre des possibilités supplémentaires. C'est pas pour ça qu'il faudra continuer à les utiliser, mais en tout cas, s'il y a un besoin, ça sera possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour avoir discuté avec une entreprise qui me disait, mais nous, en fait, on était déjà habitués à un système d'astreinte, donc on avait déjà des outils numériques, etc., pour se joindre, voilà. Sauf que c'est pas pour ça que de passer en télétravail, ça a bien fonctionné, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, même si le personnel était déjà habitué à des outils numériques, il a quand même fallu, à un moment donné, les accompagner, parce qu'on n'était pas du tout dans la même démarche. Christophe. Pour compléter ce que vous avez déjà dit, pour ne pas le redire, c'est vrai, quand on parle de fracture numérique, on pense à fracture digitale, on pense un peu à fracture sociale. Derrière l'expression, il y a un petit peu ça derrière. Il y a un podcast que je cite très bien, mais j'ai oublié son nom, qui était assez intéressant et qui, en fait, c'est ce que j'ai vécu moi, ce que vous avez sûrement tous vécu. En fait, cette fracture numérique, ça rejoint un petit peu, ça fait un peu écho à cette fracture sociale. Il y a tout un tas de codes qui préexistaient au télétravail, au distanciel, qu'on a retrouvés en fait de la même manière en distanciel. C'est-à-dire que vous avez tous vu certaines personnes qui ont pu faire des teams dans leur résidence secondaire quand leurs équipes étaient dans leurs tout petits appartements ou chez eux au bureau, par exemple. Ça renvoie ça. On a tous vu des bureaux, des teams avec certains qui sont juste avec leur téléphone, d'autres qui n'ont pas la bonne passante, et puis le bureau, la salle de réunion au siège avec le système intelligent qui monte, voilà.
Et puis, on retrouve aussi un certain nombre de codes. Il y a quand même celui qui ouvre la réunion Teams, qui la programme, qui fait rentrer qui il veut, qui peut couper les micros. On retrouve tous ces codes-là. Et dans cette fracture digitale, c'est intéressant de se rappeler aussi cette espèce de fracture sociale, quand même, qui n'est pas que matérielle et technique, qui est aussi dans ces usages-là, en fait, et qui existe encore aujourd'hui, en fait, autrement, finalement. Alors, la question on va faire un petit tour de table et après on va passer la parole aux témoignages dans la salle. Mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce qu'on aura des tendances durables qui vont s'installer? Alors, on l'a entendu, hein, vous avez complètement changé du côté de Naval Group de vision du télétravail, donc ça c'est des choses durables. Mais bon, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça et comment vous vous projetez? Je pense que clairement, il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense que vous pouvez imaginer que des collaborateurs, on parle de fracture sociale, je pourrais même dire cadre, non cadre. Encore une fois, il y a des gens qui étaient, vous étiez en fait dans un espace-temps, espace de travail, le bureau et le temps de travail. On avait des collaborateurs, des collaboratrices qui pointaient. On a des non-cadres qui pointent, qui se sont mis au télétravail, avec une ouverture de l'espace-temps qui était effectivement important pour eux ou pour elles. Et finalement, cette relation a totalement changé. Imaginez que vous leur direz demain, non, maintenant vous revenez, voilà, votre amie la pointeuse, elle est là. Donc, il faut bien voir que ça, il y a quelque chose qui s'est créé. Revenir en arrière va être extrêmement compliqué. Donc maintenant, il va falloir, quand je disais, globalement, on a à peu près 1000 collaborateurs qui télétravaillent sur les 1500 du site, avec un rythme qui va devoir, à mon avis, se réguler. Mais de toute façon, ils ont pris cette habitude. Et vous ne leur enlèverez pas cette habitude, cet espace de liberté. Alors liberté, encore une fois, j'appelle ça les journées pyjama ou journées jardinage. Et ça, il faudra y veiller. C'est que vous avez le collaborateur qui se lève avec son PC, qui va se coucher avec son PC, et ça, c'est la journée pyjama. Et puis pendant le premier confinement, on avait les journées jardinage où le collaborateur, finalement, il se connectait quand il voulait, quand il pouvait, etc. Mais de toute façon, c'est irrémédiable pour moi. Alors après, il va y avoir un équilibre. Les fameux 2-3 jours, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ça va perdurer. Après, comment on va le manipuler vis-à-vis de ceux qui sont sur site, pas sur site? Comment ceux qui voudront télétravailler, ceux qui ne veulent pas? Mais pour moi, c'est inéluctable. Ce qui va nous permettre également de repenser aussi notre espace, certainement de bureaux. Alors en effet, pour un exemple, avant le confinement, on s'était dit, tiens, on va essayer de faire les fameuses balades chaudes pour éviter, finalement, on a une expansion. On n'arrête pas de s'étendre actuellement, on est déjà plein sur le site, on va prendre une autre enclave, pas enclave, mais c'est un peu péjoratif, une autre emprise, on va dire, juste à côté d'ici. Et en fait, on est en train de s'étendre, puisqu'on a à peu près grossi d'un tiers quasiment en quelques années. Et on se dit, on avait essayé il y a quelques années, non, on va faire des bannettes chaudes, on va partager les bureaux, quoi. Donc on s'est dit après le télétravail, tiens, finalement c'est bien, super, on va pouvoir dire à nos collaborateurs, vous n'avez plus de bureau. Bon, ils sont encore attachés à leur bureau, le physique, ils aiment bien être en télétravail, bien rentrer dans l'entreprise avec leur bureau, où on met ses petits bibelots. Donc on voit qu'il va y avoir cet ajustement encore qui va arriver, mais pour moi, de toute façon, c'est une situation qui va durer dans beaucoup de métiers. Laurent. Oui, ça va forcément durer, et aujourd'hui, il faudra s'adapter à ça, et comment continuer à s'améliorer. C'est l'objectif toujours, mon objectif, mais pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, comment les faire monter en compétences. Et je trouve que c'est une opportunité aussi aux salariés de monter en compétences. Forcément, par le biais du télétravail, ils ont plus d'autonomie, plus de responsabilité, on leur donne plus de confiance. Donc moi, j'aime bien donner la confiance aux gens, mais j'aime bien qu'elles reviennent, quoi. Donc on leur donne un peu cette confiance et cette liberté. Donc aujourd'hui, il va falloir effectivement trouver un équilibre, mais aujourd'hui, je pense que ça peut faire monter les gens en compétences, leur donner plus de responsabilités, plus d'autonomie, plus d'objectifs précis, mais qui maîtrisent, effectivement. Aujourd'hui, on va dire des managers ont des objectifs, des indicateurs, il faut les faire redescendre, mais que les gens aussi savent les connaissent, les maîtrisent. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une dynamique, effectivement, donner de l'autonomie, de la responsabilité, mais avec des objectifs peut-être plus précis. Et là, on en revient effectivement au manager, à lui d'orchestrer ça, de manager son équipe dans ces dynamiques. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier la culture de l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi aujourd'hui le plus important, c'est qu'il y a un esprit collectif, malgré tout. Et garder le collectif alors qu'on va garder des individualités, des cas particuliers. Voilà, il y a des individualités, des services, mais aussi le collectif, et tourner ça sur d'une culture d'entreprise. Nous, on est plus dans une culture familiale en termes de petite entreprise, mais avec un groupe derrière. Donc, c'est
une savante alchimie entre voilà, la culture familiale, mais aussi aujourd'hui une dynamique de groupe. Mais voilà, à l'espace de tout ça, voilà, c'est orchestré, oui, ce lien collectif, quoi. Oui, Pierrick. Ouais, je voudrais réagir en fait sur la montée, enfin la compétence en fait. Alors, je suis désolé, mais je vais pas être d'accord avec toi. Parce qu'en fait, finalement, on parlait tout à l'heure de l'accueil des jeunes embauchés. Nous, on a recruté énormément de jeunes diplômés, etc. Et finalement, la montée en compétences, bien sûr, il y a des formations, etc. Mais ça monte aussi par le matelotage, finalement, pour les aînés qui sont autour de vous, etc. Et finalement, quand vous êtes un jeune collaborateur et que vous passez beaucoup de temps dans le métier très technique en plus, qui sont les nôtres, finalement, il faut que les aînés soient là. Alors imaginez qu'un jeune collaborateur qui rentre dans la société avec 3 jours chez lui, dans sa maison, son appartement, pour moi, le télétravail peut être un obstacle quand même, entre guillemets, à la montée en compétence. Et ça, il faut y veiller. Alors, effectivement, comme l'accord d'entreprise prévoit, entre guillemets, que tout le monde a droit, entre guillemets, dans les métiers possibles, le télétravail, peut-être qu'un jour, on va se dire, non, quand tu n'as pas 3X années d'ancienneté, tu ne peux pas télétravailler parce que ta montée en compétence doit se faire sur site. Peut-être. Voilà, donc pour nous, effectivement, c'est un peu plus mitigé que ça. Au départ, c'est vrai que j'avais parlé aussi d'individualisation du télétravail. Effectivement, les managers, en fonction de la personne, du métier, doivent s'adapter. C'est vrai que le 2 jours de télétravail, il n'est pas généralisé. Il doit s'adapter effectivement à la personne, au métier. Voilà. Donc ça reste aussi aujourd'hui la complexité de se mettre aussi un peu à la carte. Il faut un cadre, mais aussi la carte, c'est aussi un peu la complexité à gérer, mais il faudra quand même la traiter parce que voilà, l'individuel doit rester au centre aussi il y a le collectif, mais l'individuel aussi qu'il faut savoir gérer, quand même. Delphine, c'est ça la difficulté, c'est gérer de l'individuel tout en gardant un cadre collectif. C'est ça, c'est gérer de l'individuel et très clairement, moi je considère aujourd'hui, tout ce que j'ai pu entendre, c'est que le télétravail devient un élément de négociation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure au même titre que le salaire, mais c'est une réalité qu'il va falloir prendre en compte. J'ai connaissance de personnes qui ont voulu continuer le télétravail. L'entreprise a dit non. Ils ont dit ok, je m'en vais. Et ils sont partis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment et ça aurait pu sembler impossible il y a encore quelques mois. Je suis dans l'entreprise depuis X années, je suis très bien, je ne vais pas bouger. Sauf que là, d'un coup, en gros, on me donne pas ce que je veux. J'ai goûté à ça, ça me plaît. On me l'enlève. Je pars et je vais essayer d'aller le trouver ailleurs. Donc c'est quand même un grand changement, ça. Pour les recruteurs, ça va être vraiment quelque chose à prendre en compte qui ne va pas être simple. Christophe, alors sur la question initiale, feu de paille, toi, tu as plutôt tendance à dire rien n'a changé. Moi, j'ai tendance à dire que vraiment tout a changé. Ah. Absolument tout a changé. Et on continue gentiment à faire un peu comme si rien n'avait changé. Mais en vrai, tout a changé. Donc c'est la prise de conscience qui manque, c'est ça ? Il y a une chose qui n'a pas changé, qui n'a vraiment pas changé, c'est la base de départ, en fait, c'est le cadre. Voilà, on va continuer à développer des règles, mettre des cadres pour résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous. Après, à nous de faire en sorte de ne pas tout à fait appliquer les règles, de les adapter, de sortir un peu du cadre. Il faudra un petit peu réévaluer le cadre pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc ça c'est de l'agilité. Je pense qu'il y avait déjà une prime à l'agilité avant la crise. Ceux qui sont déjà un peu agiles, super, bravo, et vous avez une longueur d'avance. Il faut que tout le monde s'y mette absolument, quoi. C'est une attente des deux côtés, entreprise et salariés. Est-ce qu'il y a des interventions, des témoignages ? Attends, on va passer le micro, de manière à pouvoir partager. Merci beaucoup. Bonjour, je suis chef d'entreprise et vous parlez de cadre. Moi, je parle en fait, c'est l'explosion des process en fait, notamment dans les grandes organisations. On cherche pas des process, on cherche des solutions. En fait, et c'est pour ça qu'à un moment, on se réfugiait derrière des process en disant c'est pas possible, alors que là, on est obligé de trouver des solutions. Moi, je suis patron d'une PME, donc on n'est pas concerné par ça. Mais j'ai vu ce changement chez mes clients, mais malheureusement, le naturel revenant au galop, on est revenu un petit peu en oubliant que ça avait donné de la souplesse. Et un petit partage d'expérience à partir du moment où on a pu faire revenir nos collaborateurs et du moment que le confinement a été allégé et qu'on a autorisé à revenir au bureau, on s'est mis à travailler tous le matin et ensuite on télétravaille l'après-midi, avec après une flexibilité en s'adaptant aux contraintes de chacun de manière assez souple. Au début, surtout pour recréer du lien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient très mal installés chez eux,
qui étaient seuls, leur famille était loin. Enfin, ça a été compliqué. Donc, on a dit, il faut vite les faire revenir. Et au global, finalement, qu'est-ce que ça a été la conséquence heureuse de ça? C'est que on a augmenté l'autonomie des gens. Parce qu'on était famille, mais on est comme une famille, ça peut être étouffant aussi, le père, hein, ou la mère. Donc on a redonné de l'autonomie par la confiance, et au final, on se retrouve à avoir une équipe qui a grandi, quoi, en fait, et qui est beaucoup plus, qui a eu à trouver des solutions toute seule, et qui a eu à se gérer aussi à des moments toute seule, parce qu'on pouvait pas être tout le temps avec eux, quoi. Donc ça, c'est le côté positif. Et un dernier point sur le management, ça a été aussi ça a été le capitaine du bateau. À un moment, quand le bateau arrive au port, ben, il a gagné la mission. Quand il s'est perdu en mer, ben, on sait que c'est pas le bon capitaine. Merci. Monsieur Jean. Oui, bonjour, Georges Degnaud, les usines réunies. Je voudrais réagir simplement à tout ce qui a été dit. Il me semble que parmi les adhérents de l'ADETO, il y a beaucoup d'entreprises plus petites, en l'occurrence, de moins de 50, voire moins de 20 salariés. Et moi, je ne me suis pas du tout retrouvé dans ce que vous avez dit par rapport au télétravail, enfin, en tout cas en termes de ce que j'ai vécu. Et du coup, ma question, c'est finalement, pour vous, la particularité de ces entreprises en termes de fonctionnement par rapport à ce télétravail, comment vous ressentez les choses? Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très différent de ce que j'ai pu entendre chez Naval Group. En quoi vous n'êtes pas reconnu? C'est intéressant peut-être pour qu'on puisse vous répondre. Clairement, pour moi, le télétravail sur des petites équipes, c'est très compliqué. J'ai vécu un premier confinement très compliqué en termes de fonctionnement. En tout cas, ça aurait très bien pu fonctionner quelques semaines, mais ça a duré plusieurs mois, donc c'était très dur. Et pour l'anecdote, moi, je me suis retrouvé au deuxième confinement à discuter avec mes équipes en leur disant qu'est-ce que vous en pensez? Et j'avais des gens qui me disaient mais nous, il n'est pas question qu'on puisse revenir en télétravail. Voire même de le limiter au minimum parce que, compte tenu de la nécessaire polyvalence des équipes réduites, hein, donc, et de l'interaction, concrètement, si on était resté sur un rythme de télétravail tel qu'il est évoqué par messieurs, je pense que l'entreprise aurait disparu. Ouais. J'ai essayé de réagir. Effectivement, je sais que je suis peut-être atypique par rapport à vous, par la taille de l'entreprise, mais en fait, ce que vous dites là, faut voir qu'on a 80 services différents. Et donc, ces services, l'ordre de grandeur, c'est 20 collaborateurs, 25 collaborateurs. Et ce que vous dites là, encore une fois, je pense qu'on n'a pas effectivement, vous avez raison, pas forcément vécu la même façon de s'organiser. Mais ce que vous dites là, moi, je le retrouve dans chacune des équipes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont dédiées à des projets, des équipes qui sont décidées collectivement. Et c'est là on revient sur la notion de manager. Quand je donne un global de la structure, je veux dire, par exemple, la structure achat, les structures ressources humaines, etc., ont fortement télétravaillé. Il y a des structures qui n'ont pas télétravaillé parce qu'effectivement, problème de polyvalence. Pendant ce confinement, moi je le vois avec encore émotion, j'ai envoyé quand même des gens en Inde, au Brésil, dans des endroits un peu compliqués, avec cette polyvalence de petites équipes qu'on a envoyées là-bas. Donc, ce que vous avez vécu, effectivement, on a parlé, effectivement, je vous parle avec enthousiasme du télétravail, parce que pour nous, je pense, ça va s'imposer. Mais sachez que nous avons des équipes, effectivement, de petites équipes qui ne télétravaillent pas, qui sont restées sur le site, avec qui on a essayé de gérer, effectivement, comme on pouvait. Hein, voilà. Donc, on n'a pas vécu la même chose, mais de façon, effectivement, en descendant dans l'échelon, entre guillemets, de la structure, on retrouve, je pense, humainement, finalement, les mêmes problématiques, mais effectivement, on est peut-être un peu plus aidé par la structure qui est la nôtre. Delphine, Christian ou Laurent, peut-être. Est-ce que c'est vraiment une question de taille ou est-ce que ça concerne tout le monde? Oui, je pense qu'il y a forcément une question de taille. Alors c'est vrai que moi je me retrouve aussi, on est une petite entreprise, on est 47 je crois en France, mais on fait partie d'un groupe. Alors c'est vrai qu'on a quand même des fonctions support, on est aidé, puis c'est vrai que le travail n'est pas standardisé, mais il y a quand même aujourd'hui des process qui sont très rodés. On a un ERP groupe, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un cheminement très formaté, quoi. Et c'est vrai que les process fonctionnaient auparavant et ils ont continué à fonctionner. Et on s'est appuyé là-dessus sur un modèle qui marchait bien. Après, nous, dans les dispositifs médicaux, on est basé sur une norme, la 13485, donc on est audité de manière très régulière. Aujourd'hui, la sécurité patient, c'est important. Donc aujourd'hui, la moindre erreur est détectée. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une organisation qui est plutôt en lien avec ces process, avec cette exigence en termes de qualité. Donc c'est vrai que ça tourne peu à la polyvalence, quoi, clairement. Donc c'est vrai que voilà, ce cadre-là, on le connaît moins. Delphine, Christophe, sur ce sujet.
Alors effectivement, c'est par rapport à ce que vous disiez, tout est lié finalement à la taille de l'entreprise, au type d'activité, au type de fonction, au type de personnel. Donc évidemment, il y a des cas où le télétravail n'est pas possible ou pose problème. Donc c'est vrai que c'est là où aussi on peut voir que c'est en fonction de chaque entreprise, de chaque univers, etc. Peut-être qu'on a parlé de façon un petit peu générale et sur des entreprises peut-être plus grandes où le télétravail pouvait être effectivement mis en place, mais ça ne veut pas dire forcément de manière généralisée. Mais effectivement, des structures plus petites, avec des postes plus terrain, on va dire, ou plus opérationnels, ont pu être confrontés à cette difficulté d'être obligés soit de fermer à un moment donné, parce que du coup, ce n'était pas possible de faire autrement, ou effectivement de revenir dès que c'était possible, parce que le télétravail n'était pas viable. Je voudrais rajouter, oui, parce qu'on a beaucoup parlé du télétravail, mais je ne recite pas, pendant toute cette période de confinement, on peut revenir dessus. Moi, j'ai comme mis des centaines de collaborateurs en 2-8 pour des raisons sanitaires. On a aujourd'hui encore 50 plateformes qui tournent, mais dans des conditions sanitaires extrêmement strictes, en mettant des gens en des box. Voilà, donc voilà, ce que je veux dire, on a vraiment tourné beaucoup autour du télétravail. Mais de toute façon, encore une fois, il faut penser à ceux qui sont sur le site, qui ont été pendant tout le confinement sur le site, qui ont fait des devis, qu'on a fait travailler de nuit pour pouvoir livrer à nos clients, et qui, eux, effectivement, je pense que effectivement, vous avez raison, le débat qu'on a aujourd'hui sur la beauté du télétravail, la beauté du télétravail pour l'entreprise, je pense qu'ils auraient exactement la même réaction que vous. Voilà. Il ne faut pas les oublier. Christophe. Merci pour votre intervention, qui est très juste. On est tombé dans le piège. C'est cette espèce de prisme qui fait qu'on parle beaucoup trop du télétravail. Quand on regarde les stats, alors pas forcément en fonction de la taille de l'entreprise, mais en fonction plutôt des statuts, les sondages montrent que sur ces cadres, les cadres, on est plus 20-30% à avoir fait du télétravail. Agents de maîtrise, ça va descendre à 20%. Employés, ça va être péniblement à 8%. Et ouvriers, on va être à 2%. Quoi. On en parle beaucoup trop du télétravail et on en tire des généralités qui ne sont pas les bonnes. Après, du point de vue ergonomique, et le psychologue du travail va vous dire, ça dépend du travail, pas de la taille de l'entreprise, mais du travail. En quoi j'ai besoin ou pas de télétravailler, en quoi ça peut m'apporter quelque chose pour être plus efficace. C'est la seule question qui se pose. Il faut la poser que chacun se la pose. Point. On a beaucoup trop parlé du télétravail et c'est vrai que c'est un discours qui est discordant par rapport à la réalité. Quoi. Allez, une dernière question pour monsieur, et après on va enchaîner. Bonjour, merci Jean-Damien Lagarde. Outre le fait que je rejoignais monsieur sur son intervention, j'en ai eu une autre question. J'ai eu le sentiment que vous parliez beaucoup de confiance, mais dans le sens de défiance par rapport à vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous n'aviez pas confiance en eux à partir du moment où ils étaient en télétravail, qu'ils étaient absents de l'entreprise. Moi, en tant que petit chef d'entreprise, c'est plutôt l'inverse que j'ai ressenti. C'est-à-dire que mes collaborateurs, eux, avaient une grande confiance en moi, plus confiance que dans tous les discours qu'on pouvait entendre dans les médias, à la télé, par les discours gouvernementaux. Et ils me demandaient à moi quelle était ma vision de l'avenir pour pouvoir, eux, être rassurés par rapport à leur poste. Et encore aujourd'hui, ils me demandent, avec le déconfinement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que la boîte elle va pouvoir continuer à tourner? Est-ce qu'on va avoir des clients? Est-ce que je pense que nos clients vont pouvoir revenir? Quel va être l'avenir? Et j'ai l'impression qu'effectivement, en fonction de... Alors, vous disiez que ça n'a pas de rapport avec la taille de la boîte, mais moi, je connais tous mes collaborateurs, je connais toute leur vie personnelle, et eux, ils me connaissent aussi, ils connaissent mes valeurs, ils connaissent qui je suis, et je pense que cette relation de confiance, elle est très importante dans une petite boîte, du collaborateur vers l'employeur, et peut-être qu'il y a plus de défiance dans les grosses structures de l'employeur vers les collaborateurs qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, je voulais avoir un petit peu votre opinion là-dessus, s'il vous plaît. Oula. Alors, Pierrick. Là, je suis visé. Mais non. Non, mais alors déjà, la notion de confiance, effectivement, alors tout à l'heure, on a dit, la confiance, ça se donne pas, ça se décrète, enfin, ça se décrète pas, ça se construit. Ça se construit. Si on avait aussi confiance les uns envers les autres dans les grosses structures comme la nôtre, on n'aurait pas eu, depuis quelques années, une démarche sur l'engagement et même avant, une démarche sur la confiance. Donc, à votre réponse, est-ce que tous les managers ont confiance en leurs collaborateurs et les collaborateurs ont confiance en le management? Je pense que la réponse, vous l'avez. Je dirais que non. Et je pense que c'est plus finalement compliqué. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, que le manager aujourd'hui en télétravail va devoir finalement encore plus travailler, comme vous faites, vous, dans votre entreprise, dans ces unités de management plus réduites chez nous, de travailler sur la confiance sur le collaborateur et inversement. Voilà, donc c'est un peu ça, voilà, la réponse que je ferai. C'est pas aussi... Alors, je crois qu'il y avait une deuxième question, j'ai oublié.
Le fait de connaître tout le monde et justement de l'attente qu'il y a des salariés, Alors, du chef d'entreprise qui doit donner les réponses. Ouais, alors quoi. après, ce qui m'a quand même marqué, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a été agréablement surpris par les retours de nos collaborateurs. Vous savez, quand vous ramenez, entre guillemets, avec des sous-traitants, 1800 personnes sur un site, il y a quand même, entre guillemets, il y a eu cette peur. Il y a eu, est-ce que j'ai confiance dans les gens qui me disent de rentrer? Est-ce que j'ai confiance par les gens qui ont managé pour moi cette crise? Et moi, j'ai été agréablement surpris de la confiance, finalement, que les managers, entre guillemets, ont eu vis-à-vis de leur manager. Et donc, on a eu, pour nous, je disais tout à l'heure, hein, dans l'enquête qu'on a menée, je pense qu'on a gagné en confiance avec cette crise. Alors, peut-être parce qu'on en manquait beaucoup, hein, certainement. Mais ça a été pour nous quand même l'occasion de rapprocher le manager, la confiance qu'ils ont l'un en l'autre. Et je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Si moi vous me dites est-ce que je fais confiance en tous mes managers, ben, je vous dirais pas forcément, parce que globalement ils ont tous entre guillemets des qualités et des défauts. Certains, je pense, sont je dirais pas faits pour ça, mais je veux pas dire comme ça. On a des super experts techniques qui sont pas forcément des très bons managers. Et ceux-là, on les a vus pendant la crise. Donc cela, il faudra qu'on travaille dessus. Il y a la notion de confiance, eh bien, il va falloir qu'on travaille dessus. Donc je pense qu'effectivement, vous avez la chance de connaître vos collaborateurs. Moi, je passe beaucoup de temps dans les couloirs du site, alors je cours beaucoup, peut-être. Alors je vais peut-être arrêter de courir après ce qui a été dit tout à l'heure. Et je connais quand même beaucoup. Et le site, alors là, pour moi, personnellement, la crise m'a permis de connaître quasiment tous les permanents du site. Donc les 500 collaborateurs sur le site, aujourd'hui, je pense que je dois les connaître quasiment tous. Christophe, la question, justement, elle met bien en relief ce rôle du manager qui doit être capable de donner une vision. Qu'est-ce qui va se passer demain? De rassurer, donc de communiquer, de connaître les gens. En fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est un très beau témoignage. C'est l'humain. Ça me fait penser aux questions de contrat qu'il peut y avoir entre. Donc il y a le contrat de travail, mais il y a le contrat qui est passé entre le salarié, le travailleur et l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière? Bon, ben, chez vous, il y a tout ça. Dans des très grosses boîtes, je ne vais pas simplifier, mais le risque, c'est qu'au bout d'un moment, disons à l'opposé de ce que vous décrivez, il peut y avoir le contrat où c'est du donnant-donnant entre un salaire, un temps de travail, une production, des objectifs tenus. Voilà. Moi, je préfère le contrat tel que vous le décrivez. C'est là où le travail vivant se trouve. C'est là où le travail est le plus épanouissant, le plus compliqué aussi, une prise de risque, tout ça. Après, comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer ça dans des grosses structures, sachant qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Toutes les grosses structures ne sont pas froides et voilà. Comment on fait pour sauvegarder ça quand ça commence à grossir, où effectivement il y a une direction qui s'éloigne du terrain, quoi. Ben voilà, on a encore du travail, donc merci beaucoup, madame, messieurs, de vos témoignages enrichissants. Merci de vos questions. Michel Cresp, monsieur le président. Oui, on le voit, le débat a été passionnant, il aurait pu continuer. Je pense qu'on aurait l'occasion de refaire ce type de débat. Les sujets qui s'ouvrent après cette crise sont multiples. On va continuer cet après-midi dans 3 ateliers qui sont organisés en partenariat avec le Conseil de développement que j'ai le bonheur de présider et dans lequel Bernard Maury, notre animateur du jour, est le directeur. On continuera à réfléchir donc ensemble sur 3 thématiques autour de la transition numérique, autour des besoins en compétences, ainsi que sur le développement éco-responsable et le rôle des entreprises dans ce développement éco-responsable. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits aux ateliers cet après-midi et qui pourraient y participer, je vous invite à nous rejoindre. Il y a encore quelques places dans quelques ateliers. Certains sont complets, un est complet parce que les critères de taille de salle nous imposent une limite. Et donc je tenais à vous remercier tous. On aura l'occasion de redébattre. Je pense que les éclairages étaient particulièrement intéressants. Je vais essayer d'être très bref parce que monsieur le préfet nous a prévenu qu'il devait nous quitter à 12h10, c'est déjà 12h11. Donc je tenais à vous remercier, mesdames et messieurs les élus et les représentants de l'État. Je voulais juste passer un message au nom finalement des entreprises, parce que on l'a vu, cette crise a eu des incidences très fortes sur nos entreprises. C'est une évidence. Ce qu'il faut constater, et je voulais aujourd'hui vous en remercier, c'est que l'État, les collectivités, vous avez été à nos côtés. Vous avez su faire ce qu'il fallait
Alors, ça n'a pas toujours été parfait, bien évidemment, mais il y a eu effectivement une réelle prise en compte. Il y a eu un accompagnement sur l'activité partielle, sur le PGE, sur le fonds de solidarité. Les collectivités territoriales se sont penchées sur chacun des problèmes. Les chambres consulaires ont fait leur métier. Enfin, je pense que tout le monde a répondu présent. Ça a été indispensable. Ça nous a permis de traverser cette crise, on va dire, sans trop de casse. Je sais que vous êtes conscient que nous avons été sous assistance respiratoire pendant quelques temps. Si je reprends l'image d'une réanimation, la sortie de réanimation est aussi à prendre en compte. Il faudrait éviter les Covid longs comme ça se produit pour des personnes physiques. Donc voilà, je vous fais confiance pour continuer à nous accompagner dans cette phase qui, je l'espère, sera une phase de reprise. On est aujourd'hui le 30 juin, c'est quelque part un petit peu un symbole parce que finalement, ceux qui ont le plus souffert de la crise, à savoir les restaurateurs, les personnes en charge de l'événementiel, ont un petit peu moins de contraintes à partir d'aujourd'hui puisqu'on va enfin pouvoir ensuite se retrouver autour d'un verre et d'un cocktail déjeunatoire en étant debout et en pouvant échanger et ne pas être limité à 6 personnes par table. Donc voilà, comme un symbole, une page se tourne. La page qui s'ouvre est une page qui va être compliquée pour nous tous. Il y a des problèmes qui sont effectivement des problèmes de management, qui sont des problèmes d'organisation, mais il y a pour d'autres entreprises, on a parlé des PME, elles sont nombreuses sur ce territoire, il y a des problématiques de survie. Donc on a été aidés, on a été assistés, mais je pense que ce n'est pas fini et nous avons encore besoin de vous, besoin du soutien des collectivités, besoin du soutien de l'État dans cette tâche qui nous attend. Je crois qu'on s'est tous battus, je crois qu'on a tous joué la part de job qui nous incombait. On continuera à le faire et je suis convaincu que vous continuerez aussi. Voilà. Je vous remercie. Les partenaires. Voilà. Tout est bien réglé, mais il faut que le président soit au courant de ce qui était prévu. Donc c'est tout. Je vais rapidement passer la parole à Hervé Stassinos, qui représente Hubert Falco. Donc Hervé Stassinos, maire du Pradé, vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et en particulier en charge de l'économie sur ce beau territoire que nous aimons tous. Oui, tout à fait. Bon, un magnifique territoire. Bon, mais très très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec des conditions sanitaires qui sont toujours préoccupantes, bien sûr, mais qui s'adoucissent dans le temps. Je crois que demain, c'est presque la levée de bouclier. On va pouvoir enfin ôter nos masques, mais on continue à faire attention. À partir du 9 juillet, surtout, la date, monsieur le préfet. Donc, en tout cas, je suis très content de pouvoir vous retrouver tous aujourd'hui et puis pouvoir partager un petit moment convivial. Vous l'avez dit, la résilience du territoire. Quand on regarde tout ce qui s'est passé dans notre territoire, la résilience du territoire, elle est juste énorme. Alors, elle s'appuie sur différentes choses. La solidarité, l'État était bien sûr au rendez-vous, les collectivités ont été au rendez-vous, tout le monde a été au rendez-vous. La solidarité, le PAC, comme dit Hubert Falco, il était là. C'est marqué d'ailleurs, hein, 3 communes, 1500 entreprises, 17 000 salariés, une métropole et une région en appui de l'activité économique. Alors, il y a des sujets qui vont s'inviter dans les années qui viennent, qui sont importants pour notre territoire, pour continuer cette phase de développement économique, pour continuer à créer de l'attractivité, pour continuer à créer de l'emploi, pour vous aider à vous développer, pour vous aider à ce que vos entreprises se portent bien, pour vous continuer à faire des bénéfices, pour vous continuer à investir. Donc c'est important que les collectivités soient là, c'est important que l'État continue à vous soutenir comme ça a été fait pendant ces périodes de Covid. Ça a été un révélateur de cette période de Covid. Parce que la résilience de notre tissu économique, il s'appuie sur la France, en fait, sur la structure administrative française. On est toujours enclin à la critiquer en se disant le carcan est un peu compliqué. Ceci dit, on voit que quand il y a des périodes difficiles comme celle qu'on vient de traverser, eh ben c'est très solide, plus solide que d'autres pays. La France a été très solide, notre territoire en particulier a été très solide. On a été durement impacté parce qu'on est un territoire touristique. On a parlé des restaurants, des hôtels, des cafés. Mais enfin, c'est en train de reprendre. Les clients sont au rendez-vous. Ça va bien se passer. L'État a été au rendez-vous. Les collectivités ont été au rendez-vous. On va bien sûr continuer à l'être. Et dans les années qui viennent, des sujets importants vont s'imposer à nous pour vous aider. La révision du PLU au niveau de la métropole. Il faut qu'on arrive à dégager du foncier pour que nos entreprises puissent se développer, pour attirer des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous solliciter à la métropole.
à la métropole pour s'installer sur le territoire. Il faut qu'on puisse libérer du foncier pour que ces gens-là viennent installer leurs entreprises ou les développer comme voulait le faire un Naval Group. On a besoin de ce foncier. On a vraiment besoin. Dans le cadre de la révision du PLU, on va travailler sur ce sujet-là. Deuxième élément important, c'est bien sûr les transports en commun, transports publics. C'est important de développer nos transports publics. Vous savez qu'il y a un contrat État-région qui est en place pour mettre en place cette logistique de transport public. C'est essentiel pour que nos territoires continuent à se développer. Donc, c'est deux sujets sur lesquels on va continuer à travailler dans les années qui viennent pour vous apporter des solutions, pour vous apporter des bonnes nouvelles et que vous continuiez à développer vos entreprises et vos commerces. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Très brièvement, je sais que je peux faire confiance à Émilie pour être très brève. Je te laisse le micro 2 petites minutes. Donc Émilie Guérel, qui, Hervé Stassinos le rappelait, nous sommes sur 3 communes, et donc Émilie Guérel est une des 2 députées qui couvre le pôle d'activité, sachant qu'ensuite c'est Cécile Moscotti qui est sur sa circonscription qui parlera. Merci Michel, merci beaucoup Monsieur le Président. Je vois François dans l'Assemblée. Vous savez à quel point c'est un plaisir pour moi chaque année de venir parmi vous et de venir à cet événement donc, qui est majeur sur notre territoire puisque vous êtes le rayonnement économique de notre territoire, de notre belle région. Mais je voulais d'abord, alors sans être trop longue, je voulais d'abord quand même féliciter tous les candidats, les candidats qui ont participé aux élections départementales et régionales. Et je voudrais féliciter ceux qui ont été élus. Parce qu'on a bien vu qu'avec cette abstention qui a été très forte, je pense que ces élections n'ont pas mobilisé. C'était peut-être avec la crise sanitaire, il y avait peut-être d'autres préoccupations. Mais sachez que sur l'abstention qu'il y a eu, on va mettre en place à l'Assemblée nationale une mission d'information qui va travailler sur comment résoudre ce problème de l'abstention. Parce que c'est vrai que 9 jeunes sur 10 n'ont pas voté, 2 Français sur 3 n'ont pas voté. Voilà, donc c'est très particulier, on est dans un contexte particulier. Donc voilà, je voulais vraiment tenir à féliciter donc, ceux qui ont été élus et de travailler de concert avec eux sera très important dans les années à venir. Donc je voulais aussi apporter un petit peu mon témoignage, faire un petit, faire un petit mot personnel et pas rappeler forcément tout ce qui a été fait, puisque je pense que Cécile le fera aussi. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on a été élu sur la base de l'espoir. Et c'est vrai que cet espoir, donc il a été possible en 2017. Et il y avait un élan majeur dans le pays qui nous a permis, en fait, les députés de la majorité, de faire des grandes réformes. Donc juste pour rappeler ces réformes, c'est vrai qu'il y a eu la réforme de l'ISF, la réforme de la SNCF, la réforme de l'apprentissage, il y a eu la baisse des impôts sur les sociétés, la baisse des impôts de production, donc que vous avez pu voir dans vos entreprises, et notamment la simplification du droit des sociétés, sur lequel j'avais travaillé avec Michel. Et c'est vrai que voilà, moi je me dis, en 2017, il y avait cet espoir, cet élan, qui a donc été malheureusement durement frappé par la crise sanitaire, par la crise du Covid. Donc ça a été sans précédent, donc on a dû mettre en place le fonds de solidarité, le PGE, le chômage partiel, le report de charges. Donc l'État, comme l'a dit Michel, a été à vos côtés. Nous, les députés de la majorité, on a été à vos côtés, les collectivités pareil. Tout le monde a répondu présent et je pense que ça a été très important pour vous puisque vous avez souffert. Et je le sais très bien puisque je suis allée très souvent à la rencontre des restaurateurs, à la rencontre des des gérants de discothèques. Et c'est vrai que voilà, ils ont été durement impactés. On a fait des ateliers, ils m'ont fait remonter tout ce qui n'allait pas, parce qu'on a vu aussi avec cette crise Covid qu'un des problèmes majeurs, c'était aussi la lenteur, la lourdeur administrative, bien que, par exemple, les services de la préfecture ont été très efficaces. Mais c'est vrai qu'il y a encore une réforme, je pense, administrative à mettre en place dans notre pays. Mais voilà, c'est peut-être dans les prochains tuyaux, tout comme la réforme des retraites. Voilà, donc moi je dirais que ce qui est important, c'est d'être au plus près du terrain. C'est notre rôle, d'être près de vous, d'être à votre écoute. J'étais encore hier dans la zone, puisque ma permanence est ici, parmi vous. Donc je suis allée à la rencontre des acteurs de l'événementiel, parce que c'est important pour moi d'être à l'écoute, de faire remonter les besoins du territoire, vos besoins, et d'apporter une solution à chacun d'entre vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, à faire appel à mon cabinet pour qu'on puisse vous aider s'il y a besoin. Voilà, je suis présente et je répondrai toujours présente. Et je tiens à vous féliciter pour votre résilience. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, bravo pour votre résilience.
Et vous nous trouverez toujours avec vous. Vous pouvez nous faire confiance. Merci. Merci, Émilie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Peut-être Non, plus longue que tout à prévu. l'heure, en arrivant, monsieur le préfet, en plaisantant, quand je lui ai demandé si les chaises étaient assez espacées, il m'a dit si c'est pas le cas, vous serez pendu. Là, je pense que je serais fusillé parce que il avait annoncé l'heure de son départ et nous sommes très en retard. Cécile Muscotti, donc députée de la 2e circonscription et en particulier donc députée du territoire sur lequel nous sommes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, je vais être très rapide. Madame la députée, mon cher Monsieur le maire, vice-président de TPM, nouveau conseiller régional, Monsieur le directeur, chers toutes et tous, je suis extrêmement contente de vous revoir après, évidemment, on l'a dit et redit, cette crise si difficile. L'ensemble des dispositifs mis en place par l'État a été finalement quand même abordé par ma collègue Émilie Guérel. Ils ne sont pas toujours suffisants, ils ne sont pas toujours extrêmement adaptés à chacune des situations. Et notre rôle à nous a été de pouvoir identifier ce qu'on appelle ces trous dans la raquette et arriver à venir colmater là où les choses ne fonctionnaient pas toujours comme il se devait. En l'occurrence, le temps à venir nous paraît meilleur, mais en termes d'investissement, je voudrais juste rappeler un chiffre, c'est 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros que l'État met sur la table dans le cadre de France Relance pour pouvoir accompagner cette relance économique dont les signaux sont plutôt positifs à l'heure actuelle et dont les semaines à venir pourront venir confirmer cette dynamique et nous permettre à toutes et tous, mais particulièrement à vous, chefs d'entreprise, de pouvoir être ce fer de lance de notre activité économique. Donc courage à vous, merci d'avoir tenu bon et puis évidemment, nous sommes toujours à votre disposition, n'hésitez pas un instant à nous solliciter. Merci Cécile, c'était parfait. Alors là, c'était mieux que ce que je pouvais imaginer. Monsieur le préfet, vous avez la parole et vous avez tout le temps dont vous souhaitez disposer. J'aurais quand même mauvaise grâce à être plus long que celles et ceux qui m'ont précédé, en tout cas, mesdames les députés, monsieur le maire, monsieur le vice-président, monsieur le conseiller, monsieur le président, mesdames, messieurs. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Alors, j'essaierai d'articuler mon propos autour de 3 ou 4 points. Bon, premier, bravo pour ces échanges et cette table ronde, parce que c'est vrai que même pour un préfet, il y a toujours quelque chose à apprendre, parce que c'est vrai que si je suis le représentant de l'État et du gouvernement dans le département, je suis aussi à la tête de structures avec quelques centaines de personnes qui travaillent tous les jours, et les difficultés, les problèmes que vous avez évoqués, on les vit aussi, et on essaie aussi de s'adapter avec les moyens qui sont les nôtres, et aussi en fonction des missions qui sont les nôtres. Un petit peu de la situation sanitaire. Bon, c'est vrai qu'elle s'est quand même très nettement améliorée. Donc aujourd'hui, on était à 7,6 en termes de taux d'incidence et 0,3 en termes de taux de positivité. Donc des chiffres qu'on n'a pas vus depuis l'été dernier. Mais il faut rester prudent parce qu'il y a du variant Delta. On en a grosso modo 1 ou 2 qui apparaissent chaque jour. Puisque vous êtes chef d'entreprise et que certains ont des échanges fréquents avec l'étranger, tous ceux qui aujourd'hui ont importé du variant Delta dans le département du Var l'ont importé depuis l'étranger, et ce sont toujours des personnes non vaccinées. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas, demain ou après-demain, on retrouve nos confinements, nos contraintes, il y a 3 solutions. Il y a la vaccination, et là je peux vous dire qu'il y a encore du progrès à faire. On est à plus de 500 000 premières injections sur un département qui fait un petit peu plus d'1 million. Mais actuellement, on voit le chiffre des premières injections baisser à vue d'œil, à tel point que certains élus me demandent de fermer purement et simplement leur centre de vaccination. Donc la vaccination, ça reste quand même la meilleure assurance face à un reconfinement. La deuxième point de vigilance, c'est le dépistage. Parce que c'est vrai que quand on revient de l'étranger, quand on a fréquenté certaines assemblées, on peut avoir quand même intérêt à se faire dépister, parce que le Covid ou la Covid ne suscite pas forcément des symptômes extrêmement présents et extrêmement visibles, avec, quand on n'est qu'à contact ou cas positif, la nécessité absolue de respecter scrupuleusement tout ce qui vous est demandé.
Et je suis furieux parce que depuis quelques jours, je vois des gens qui sont testés positifs au variant Delta, qui refusent de donner les noms de leurs cas contacts et qui refusent de se faire dépister. Ça, c'est pas possible. Parce que sinon, demain ou après-demain, eh bien, on se retrouvera tous à faire la queue dans les réanimations et puis à déplorer la situation. Bon, on va espérer. Et puis, donc, dernier point, le masque. Alors, certes, sur l'espace public, il n'est plus recommandé, il n'est plus imposé, sauf sur les marchés, les brocantes, et chaque fois qu'on est un petit peu nombreux dans des espaces, même en plein air, y compris sur des parkings ou sur des centres commerciaux extrêmement fréquentés. Donc c'est la seule contrainte qui subsiste avec l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Et j'ai quand même bon espoir, si la tendance se poursuit, de pouvoir lever ces dernières contraintes un petit peu après le 14 juillet. Dernier point, vous avez les uns et les autres évoqué les dispositifs de soutien qui ont été mis en place. Alors certains ont pu les trouver confortables, d'autres insuffisants, d'autres pas suffisamment rapides. Et pourtant, Dieu sait si côté État, tout a été fait pour rendre les choses plus fluides. Aujourd'hui, j'aurais juste deux points à vous rappeler. La première, mais ça a été fait par nos parlementaires, c'est qu'on a toujours un plan de relance qui est en cours, avec des appels à projets, des dispositifs et des guichets qui sont encore ouverts. Donc, le département du Var n'a pas à rougir de la part qu'il prend au plan de relance, puisque aujourd'hui c'est plus de 90 millions d'euros qui ont été attribués au département, que ce soit aux collectivités, que ce soit aux entreprises, que ce soit aux associations, mais il y a encore possibilité de profiter sur un certain nombre de volets de ces dispositifs qui sont quand même parfois précieux. L'autre jour, je suis allé visiter une petite entreprise. Ce qu'on lui avait donné au titre de relance pour se moderniser, c'était grosso modo l'équivalent d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Donc c'est loin d'être neutre. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'appels à projets, tellement de guichets que ça peut être un petit peu fastidieux, mais il y a encore possibilité de pouvoir s'inscrire et demander. Et puis, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, donc s'ouvre pour notre pays une période de convalescence avec la nécessité pour les entreprises et celles et ceux qui travaillent avec les entreprises d'être là aussi vigilants à tous les symptômes. Et donc, on a des dispositifs pour vous accompagner. On a ressuscité et redynamisé le Codéfi. Alors autrefois, le Codéfi, c'était vraiment la perfusion avant des remèdes plus drastiques. Aujourd'hui, c'est un outil pour accompagner et permettre aux entreprises de récupérer, notamment en fonds propres, un certain nombre de milliers ou de dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire face aux difficultés. Il y a également, donc au-delà du Codéfi, les dispositifs habituels qui sont animés notamment par la DDFIP avec la CCSF, s'il y avait des problèmes pour se remettre à niveau du paiement des charges fiscales et sociales. Et puis, il y a tous les dispositifs de prévention qui sont soit à la diligence des services de l'État, soit des juridictions commerciales qui sont à votre disposition. Mais c'est vrai que c'est comme pour le Covid, quand vous voyez apparaître un symptôme, faites-vous dépister et les services de l'État sont là pour vous aider, apporter un diagnostic, pour vous accompagner, et tout ça dans la plus stricte confidentialité. Donc n'ayez pas peur. À trop retarder le recours aux médecins, quelquefois on rate la guérison. Et ça, je pense que ce n'est pas notre objectif et ce n'est certainement pas le vôtre. Donc voilà, donc à votre disposition, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour répondre à vos questions et vos sollicitations, si jamais il y en avait. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci à toutes et à tous. J'en profite, puisque je suis dans les merci, pour remercier l'ensemble de nos partenaires. Et puis, je vous invite tous à passer un petit moment de convivialité tous ensemble, un moment qui fait partie de ces moments que l'on attend tous depuis si longtemps. Donc, on va pouvoir aller tranquillement, boire un coup, j'espère avec un rosé bien frais, avec quelques
aliments pour se restaurer, et puis surtout la possibilité de discuter en ayant enlevé le masque. Alors, on va éviter les bises, on va continuer les coups de poing, mais allons boire un coup. Voilà, merci beaucoup.